Bonjour à tous, bienvenue dans KSP, le podcast. Ici on va parler sport, santé et performance, le tout sans prise de tête. On va donner la parole aux kinés, aux médecins, aux coachs, aux préparateurs physiques, à tous les experts du mouvement pour t'aider à mieux comprendre ton corps, à t'entraîner plus intelligemment et à progresser sans te blesser. Nos objectifs sont très simples, te transmettre des conseils concrets, des explications très claires et des outils pratiques pour faire de l'activité physique un vrai levier de santé, quel que soit ton niveau. Bienvenue dans KSP, le podcast. Donc, je m'appelle Florian Marquier, je suis kiné du sport et aujourd'hui on va s'intéresser à la cancérologie et la place de l'activité physique. Et du coup j'ai l'honneur de recevoir Jasmine Kassamchanaï qui va se présenter. Je m'appelle Jasmine Kassamchanaï donc. Je suis kinésithérapeute en libéral depuis bientôt 20 ans. Je suis spécialisée en oncologie, d'une façon générale et forcément par la force des choses en cancérologie du sein. J'exerce en cabinet libéral pluridisciplinaire et j'exerce aussi parallèlement dans une clinique dans la métropole lilloise, dans laquelle je fais pas mal de choses, mais plus d'oncologie malheureusement depuis quelques années. Mais du coup, ça diversifie un peu ton activité. C'est ça, ça me permet de pouvoir faire un petit... Absolument, ça me permet de pouvoir faire un peu la kiné aussi classique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours ? Oui, en fait, donc, je suis diplômée depuis 20 ans maintenant. J'ai fait mes études à Tournai. J'ai fait des études tout à fait classiques et j'ai eu un début de carrière en kiné tout à fait général. Et il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une clinique dans laquelle j'intervenais dans différents services de médecine, dont la cancérologie. Pas du tout dans un service de chirurgie, c'était vraiment de la cancérologie pure. Et tous les cancers. Tous les cancers, avec plutôt des indications d'altération de l'état général. C'était vraiment ça la grande indication. L'altération de l'état général, pour les gens qui s'y connaissent pas, c'est dégradation de la personne, de son état physique global. C'est pas une particularité, c'est tout l'état qui se dégrade. C'est ça, c'est vraiment une histoire de fonction qui ne fonctionne plus correctement et qui nécessite une hospitalisation pour essayer de trouver une solution en termes d'amélioration de qualité de vie. Et c'était mon premier contact avec... Enfin, c'était pas vraiment mon premier contact, mais j'y reviendrai probablement. En fait, dans lequel j'ai été en contact avec des patients en onco. Et en fait, c'était quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Notamment parce que ma maman a eu un cancer du sein et qu'elle en est décédée et que je m'étais sentie très démunie à l'époque. J'étais déjà kiné et que je n'avais pas d'outils, je ne savais pas comment faire. Tu ne savais pas savoir comment l'accompagner, non, je savais pas en tout cas au niveau kiné. C'est ça, comment faire pour la soulager. Alors j'essayais des choses de base, du drainage, mais je trouvais que déjà kiné à l'époque. J'étais déjà kiné à l'époque, mais je me trouvais quand même très limitée et j'avais peur de mal faire aussi. Et donc j'ai intégré ce service d'oncologie dans lequel je me suis pas mal investie et on m'a proposé d'intégrer l'Institut de cancérologie de Lille Métropole, qui est la branche soins de support. Donc les soins de support en oncologie regroupent tous les soins qui ne sont pas purement médicaux, mais qui participent à la prise en charge, guérison, au traitement. En tout cas pour améliorer la qualité de vie du patient. Donc ça regroupe la socio-esthétique, la diététique, la psychologie, l'activité physique, la kinésithérapie, et bref, c'est très vaste. Et on m'a proposé d'intégrer cette structure dans laquelle je faisais au départ uniquement du massage. C'était vraiment une histoire de confort et de bien-être pour le patient. Donc, je recevais des patients au sein de la clinique avec cette volonté de faire du bien-être, mais forcément, ces patients avaient des questionnements assez kinésithérapiques à me soumettre. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir des problématiques qui étaient beaucoup plus variées que du simple confort sur sur des problématiques que je ne maîtrisais pas. Pour ça, juste au départ, c'était ça. Pour ça. Au départ, c'était ça. Et toi, tu te retrouvais avec la kiné au milieu, enfin des questions de kiné au milieu, et tu t'es dit pourquoi pas. C'est ça, parce qu'en fait, je ne savais pas comment y répondre et que eux, en ville, avaient des suivis kinésithérapeutiques, mais que je trouvais inadaptés à leur questionnement. Je te donne un exemple. Ouais. En fait, je me souviens d'une dame qui venait avec un problème de lymphodème du membre supérieur. C'est-à-dire, elle avait été opérée d'un cancer du sein et elle avait un bras qui avait gonflé. Ouais, lymphodème, en gros, c'est l'œdème du bras. L'œdème du bras, c'est ça. Et donc, le médecin lui avait prescrit de la kinésithérapie pour son lymphodème du membre supérieur. Elle était allée voir son kiné habituel qui lui avait mis de la pressothérapie. C'est-à-dire elle était dans une pièce toute seule avec son manchon qui lui drainait le bras pendant 35 minutes. Voilà.
Et en Tu fait, lui disais quand même bonjour et au revoir. oui, Bon, ça va. mais Ça je ne doute pas des qualités du kinésithérapeute. Simplement, en fait, j'étais assez frappée par le fait que cette patiente avait une vraie souffrance, avait beaucoup de questionnements quant à sa maladie et que elle comptait probablement sur le kiné pour l'aider, Ouais. mais que son kiné n'était pas en mesure. Il n'y a pas de jugement en fait, Oui. il y a juste une histoire il n'était pas en mesure de. Après, pour défendre le kiné, c'est vrai que dans notre formation initiale, il y a peut-être un manque. C'est peut-être cette branche-là de la kiné qui est tout ce qui est l'oncologie et tout. C'est vrai qu'en formation continue, en tout cas nous, dans ma formation continue, moi, les cours qu'on a eu là-dessus étaient vraiment très limités, quoi. C'était vraiment... Et pourtant, tu es plus jeune que moi. Oui. Aujourd'hui, en apparence. Aujourd'hui, je crois néanmoins qu'il y a une petite introduction qui est un petit peu au niveau au-dessus du niveau 0, voilà. Au niveau de la plaine peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste très oui. Voilà, comme tu disais, toi t'es sorti, t'étais démuni, tu t'es retrouvé face à ta maman et tu n'avais pas d'outils pour... C'est ça. Donc ce kiné était peut-être un kiné tout à fait bon. Absolument. Encore une fois, je ne mais il n'était pas... Enfin, tu avais le ressenti que cette patiente n'était pas à sa place. C'est ça. Et donc, alors, je me souviens que ça m'avait assez marqué. Et il y a une deuxième chose qui m'avait frappée aussi, c'est que j'essayais de répondre aux demandes de ces patientes comme je pouvais, et qu'il y a une patiente un jour qui m'a dit, grâce aux soins que vous me prodiguez, donc je ne sais plus très bien ce que je faisais, je crois que je faisais un peu de mobilité, j'exerçais dans une minuscule salle aveugle de la clinique, donc j'avais pas beaucoup de possibilités, sans matériel, sans rien. Néanmoins, je faisais comme je pouvais, et elle m'avait dit, grâce à ce que vous faites, ce qui était quand même pas terrible, eh bien, je n'ai plus l'impression d'être juste un saint malade. C'est-à-dire que, en fait, le parcours d'une patiente ou d'un patient en oncologie est tellement violent, est tellement centré sur l'organe malade, qui ne prenne pas en compte et puis que la patiente finit par s'identifier à cet organe malade et perd complètement la notion de sa propre identité en tant qu'individu global, en fait. Du coup, le kiné, il traitait le sein et l'lymphœdème, mais il ne traitait pas la personne. Non, c'est ça. Il manquait une partie de la au-delà du kiné, tout le personnel médical qui la suivait ne traitait que ça. Et en fait, le fait de remettre l'épaule dans un schéma plus global, de travailler sur de la posture, eh bien, en fait, elle s'était souvenue que, en fait, elle n'était pas qu'un saint malade. Oui. Et donc ça m'avait frappée. Et je m'étais dit qu'il était important que je me forme un petit peu plus. Pour pouvoir être un peu plus performante. Et donc, je me suis formée. Encore maintenant. On ne s'arrête jamais, normalement. Non, c'est ça. Normalement, c'est nécessaire. Donc, je continue. Mais donc, j'ai commencé à me former. Donc, ça, c'était il y a une dizaine d'années. Auprès notamment de Jocelyne Roland, qui est En fait, c'est une kinésithérapeute qui a vraiment ouvert le milieu de la kinésithérapie en oncologie, qui a développé toute cette dimension de la kinésithérapie. Et donc, j'ai commencé avec elle. Et depuis, il y a beaucoup d'autres kinés qui ont pris le relève. Là, j'ai l'impression que ça s'ouvre quand même, le champ de la kiné. Oui. En tout cas, en post-grade, en post-diplôme, il y a un champ des possibles qui devient beaucoup plus vaste qu'en formation initiale. Donc ça, c'est très intéressant. Absolument. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à t'investir là-dedans ? Tu nous en as un petit peu parlé sur tout ton parcours. Maintenant, si on se dirige un petit peu vers les parcours de soins oncologiques, quels sont les principaux types de cancers que tu rencontres ? Est-ce qu'il n'y a que du sein ? Est-ce que ça va plus loin ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, la réalité sociétale fait que le cancer du sein est le cancer le plus répandu, et que donc c'est le cancer que je rencontre le plus dans ma pratique. Il peut m'arriver de prendre en charge des patients qui ont des cancers digestifs, des cancers du poumon. Alors ça, c'est plus en lien avec le fait que je travaille beaucoup les cicatrices et qu'on est peu à faire ça et que cet abord-là de ma profession et de mon identification au sein des réseaux fait que on m'oriente des patients qui, par exemple, ont une grosse intervention chirurgicale au niveau abdominal. Pour la cicatrice. L'objectif au départ, c'est de traiter la cicatrice. Et après, t'en profites. C'est ça. C'est pour d'avoir une vision plus globale des choses. Néanmoins, il est vrai que la grande majorité de mon activité, ça reste quand même le cancer du sein. Cancer du sein. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différents types de cancer du sein ? Oui. S'il y a plusieurs types, des graves, des moins graves, des plus faciles à prendre en charge, des plus compliqués ? En fait, alors je suis pas oncologue, donc je vais dire les choses avec mes mots. En fait, d'un point de vue localisation, il existe d'abord des cancers qui sont pris très tôt,
qui sont vraiment au niveau du canal, donc on appelle canalaire in situ, qui n'ont pas migré, qui sont bien strictement localisés et qu'on peut enlever facilement, et dont le traitement derrière est plus facile. Et parfois, ils sont ce qu'on appelle disséminés, c'est-à-dire que la membrane a été rompue et que le cancer s'est disséminé dans le corps. Dans tout le sein ou dans le corps entier? Ça dépend des états, ça dépend de à quel moment on le prend, ça dépend de l'agressivité du cancer. Et on fait des analyses des ganglions qu'il y a autour. Donc en fait, les ganglions sont plus au niveau du creux axillaire. Du creux axillaire. Et parfois au niveau de la clavicule, et donc on utilise ce qu'on appelle la technique du ganglion sentinelle, dans lequel on injecte un produit de contraste dans la tumeur et on voit quel ganglion réagit en premier. Oui, du coup le produit migre. C'est ça. Il suit le les vaisseaux lymphatiques. On retire ce premier ganglion et on vérifie si oui ou non il est atteint. S'il est sain, ça signifie que la tumeur est totalement localisée. Donc et que donc on ne fait pas de curage axillaire, on n'enlève pas d'autres ganglions. D'accord. Et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. En revanche, si ce ganglion-là est atteint, là par contre on en enlève plusieurs, en supposant qu'il a déjà migré. Et là c'est ce qu'on appelle un curage axillaire. C'est là où derrière il va y avoir le gros bras. Il y a plus de risques. Il y a plus de risques, c'est un facteur de risque. Aujourd'hui, des gros bras, donc des lymphédèmes du membre supérieur, il y en a moins qu'avant. Néanmoins, c'est sûr qu'un curage axillaire est plus à même d'entraîner un lymphédème du membre supérieur. Donc ça fait partie des grades et des gravités de cancer qu'on peut prendre en compte. Et puis après, il y a le type de cancer. En fait, il y a des cancers qui ont des récepteurs, donc des récepteurs hormonaux, soit à œstrogène, soit à progestérone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle hormonodépendant. Après, il y a un troisième type de récepteur qu'on appelle HER2. Ouais. Donc le cancer peut être HER2 positif, auquel cas il a les récepteurs au HER2, et donc on met en place un traitement pour bloquer ces récepteurs. Et après, on a le troisième type de cancer qui n'a ni récepteur à œstrogène, ni récepteur à progestérone, ni récepteur HER2. Du coup, là, pour le traiter, c'est plus compliqué. C'est ce qu'on appelle les triples négatifs. Et sur ces cancers-là, autant les cancers hormonodépendants, si on donne une hormonothérapie, on bloque ces récepteurs, on diminue le risque de récidive. Les HER2, c'est la même chose. Mais par contre, sur les triples négatifs, on ne peut rien donner comme médicament. Donc ça, c'est après le traitement initial du cancer, quand on l'a enlevé, c'est en prévention des récidives. C'est ça. C'est après après les gros traitements, on donne soit de l'hormonothérapie, soit ce qu'on appelle de l'Herceptin, soit rien du tout. Donc ça, si les triples négatifs, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui... On n'a aucun levier sur ces cancers-là. Qui marche. En fait, il y a un levier. Oui, on va en parler. C'est justement le sujet de ce podcast. Ce levier-là, c'est... l'activité physique. Donc, triple négatif, donc on n'a que l'activité physique. Enfin, que l'activité physique, on va voir que c'est un énorme morceau et que c'est vraiment, vraiment très important. Et selon les autres, il y a traitement hormonodépendant, enfin, hormonothérapie plus activité physique, quoi qu'il arrive. Et le dernier, c'est l'HER2 positif. Donc, c'est le Herceptin avec l'activité physique. Plus activité physique. Donc, dans tous les cas, vous l'aurez compris, il y a l'activité physique, quoi qu'il arrive. Absolument. Comment se déroule en général le parcours du soin, du patient qui est atteint de cancer? Par quel stade, globalement, il passe? D'un point de vue de son traitement global? Médical et paramédical, enfin, c'est un parcours type. Oui. Alors, donc, il y a la découverte de la maladie qui peut se faire soit par le patient lui-même, soit par une mammographie de contrôle. On fera un petit aparté aussi sur la prévention, les manières de dépister tout ça. Et donc, en général, quand tout ça est détecté, on prend assez vite rendez-vous avec un oncologue qui oriente ou pas vers un chirurgien en fonction de l'indication ou pas de faire de la chirurgie. Donc vient le moment de la chirurgie. Aujourd'hui, on fait beaucoup ce qu'on appelle des chimiothérapies néoadjuvantes, c'est-à-dire que on fait de la chimiothérapie avant la chirurgie. D'accord. Donc on fait d'abord de la chimiothérapie pour faire en sorte de diminuer la taille de la tumeur pour que la chirurgie derrière soit la plus minimale possible. Et alors, ce qu'on utilise aussi beaucoup maintenant, quand on fait de la chimiothérapie néoadjuvante, on fait de la préhabilitation. Et alors ça, c'est dans un monde parfait. Alors, préhabilitation, c'est de l'exercice physique avant la chirurgie. Pendant la chimiothérapie, avant toute chose, donc pour faire en sorte que le reste du traitement se passe le mieux. D'accord. Et on a des très bons résultats lorsqu'on fait ça. C'est un monde idéal. C'est un monde idéal. Mais qui existe. C'est ça. C'est ce vers quoi on tend, on va dire. Je pense que c'est ce vers quoi on tend. Les opérations de ligaments ou de prothèses de genoux et tout, certains chirurgiens commencent à prescrire de l'activité, du renforcement musculaire
avant en se disant que la chirurgie, on va perdre, on le sait, mais ça sera plus facile à récupérer derrière. Enfin, je pense que c'est... Je vois pas comment ça pourrait être un échec. C'est-à-dire que c'est indéniable. Ça tombe sous le sens de se dire, si on pose les bonnes bases avant... Mais après, les chirurgiens ont souvent une vision juste mécanique et ils voient pas tout l'aspect psychologique. Le fait de se mettre à activité physique avant, de rentrer dans une démarche où on prend soin de soi, ça va peut-être aider après la récupération du traitement. On reste sur le côté segmentaire. Voilà. On reste sur ce côté-là, en fait. C'est un peu le problème de la médecine, entre guillemets, traditionnelle, c'est On est d'accord. le fait qu'on traite une chose. Donc, chimiothérapie néoadjuvante ou pas, chirurgie, et puis après, souvent chimiothérapie. Et souvent, c'est en 2 étapes. En fait, il y a une première étape dans laquelle on a une première molécule qu'on administre une fois toutes les 3 semaines. Donc, on a un premier cycle de 9 semaines dans lequel ces chimiothérapies sont assez agressives et difficiles. Ensuite, on a une deuxième molécule qu'on appelle le Taxol, où là, c'est toutes les semaines, mais cette chimiothérapie-là est mieux supportée par les patientes. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, on commence la radiothérapie. D'accord. Donc c'est chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Les protocoles, c'est entre 25 et 35 séances. Aujourd'hui, on a tendance à aller vers une diminution du nombre de séances. Ça sont plus efficaces ou ça arrive En fait, on s'est rendu compte que c'est pas parce qu'on multiplie les séances de radiothérapie qu'on est plus efficace. Et donc, on a tendance maintenant arrivent à réduire un petit peu à prêcher pour le moins plutôt que pour le plus. Et donc, maintenant, j'ai certaines patientes qui ne font que 15 séances de radiothérapie. Donc, elles ont plus vite terminé leur radiothérapie et on embraye sur l'hormonothérapie quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Sinon, rien du tout. Avec une surveillance accrue. Tous les 3 mois, puis tous les 6 mois. Puis et du coup, ces 3 étapes sont obligatoires ou en fonction du type, de la localisation. Donc ça, c'est vraiment pas la pire, mais enfin... Ça, c'est la totale. C'est la totale. Après, il peut y avoir juste de la radiothérapie. Quand tu dis chirurgie à reconstruction systématique, ou là aussi, c'est en fonction de ce que veut le patient ou pas, Ça dépend de ce que veut le patient. Et la réalité, c'est qu'une très grande majorité des femmes ne se font pas reconstruire. D'accord. La reconstruction, c'est vraiment quelque chose à part. Qui vient après et qui est vraiment des patients dépendantes. Oui, c'est vraiment la patiente, ce qu'elle a envie. C'est ça. Déjà. Ce qu'elle a envie, ce qu'elle se sent capable de faire, parce qu'il faut. On a tendance à penser que une fois que tout ça est passé, la reconstruction c'est peanuts quoi. C'est vraiment la partie facile. Oui, donc voilà, parce que visuellement c'est fait, tout va bien. Le maladie c'est fait, le plus gros c'est fait. Maintenant, la reconstruction ça va aller. Mais c'est pas le cas. Psychologiquement, c'est très complexe. Mais en fait, la reconstruction, ça reste quand même une chirurgie avec une anesthésie, avec des douleurs. En fonction de ce qui a été choisi, ça peut être plus ou moins douloureux, plus ou moins long. Donc, je pense que c'est vraiment une décision qui appartient à la patiente et qui doit être mûrement réfléchie, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton avis, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent à tout prix la reconstruction, mais quand elles passent par le parcours, à la fin, elles la veulent pas forcément. C'est ça. Donc il y a j'en connais quelques patientes, c'est vrai, on en a parlé avant, quand elles ont eu l'annonce, oui, moi je veux à tout prix une reconstruction. Puis elles ont fait les premières étapes, puis elles ont dit, mais non, non, enfin, voilà. C'est pas totalement... La question est de savoir pourquoi elles font la reconstruction. Je pense que c'est ça la question la plus importante. Est-ce qu'elles le font pour elles, pour leur image d'elles, ou est-ce qu'elles le font... Pourquoi et pour qui ? Pour qui, c'est ça. Ou est-ce que c'est pour être normal et avoir un aspect comme les autres, ou est-ce que c'est pour leur mari, ou est-ce que c'est pour leurs enfants ? C'est vraiment une question à se poser. D'accord, très intéressant comme vision de... Donc ça, c'est le parcours de soins. Quel traitement a le plus d'impact sur la condition physique ? Est-ce que c'est la chirurgie, l'hormono ? Est-ce que c'est la radio, la chimio ? La totale, mon capitaine. Tous ont le même impact. Pas le même impact, mais ils ont tous un impact. Est-ce qu'elles arrivent à faire de l'activité physique dans toutes les phases, où il y en a qui sont vraiment trop fatigantes, rien n'est possible ? D'autres plus simples, ou ça dépend des patientes ? En fait, ça dépend. Alors, je pense que ça dépend des patientes, mais je pense que ça dépend... Alors, je parle pour ce que je connais, mais je pense que ça dépend vraiment des gens qui les accompagnent. En tout cas, du thérapeute qui les accompagne, si tant est qu'elles ont de la kinésithérapie. Thérapeute et ou chirurgien. Et ou chirurgien, et ou oncologue, mais en réalité, quelle que soit la phase dans laquelle elles sont en mesure de faire quelque chose. C'est le quelque chose qui varie,
Alors, pour récapituler, l'activité physique, ce n'est pas aller courir 10 km du jour au lendemain. L'activité physique, c'est juste se mouvoir, bouger, faire des exercices de renforcement musculaire adapté. Rien que ça peut suffire. Et quand on parle d'activité physique, on se ressent bien sur le fait que ça soit des mouvements ou... C'est simplement bouger, en fait. Et donc, tout est adaptable. Donc, si on doit... Enfin, si on va peu détailler, si tu veux, les différentes étapes. Bon, la chirurgie en soi, bon, on ouvre, on enlève, on ferme. Non, mais derrière, il y a une cicatrice, il y a des douleurs, il y a de la fatigue due à l'anesthésie. Mais il n'y a pas encore de grosses répercussions sur la globalité de l'organisme. C'est surtout localisé à l'endroit où il y a eu la chirurgie, qu'il peut y avoir des raideurs, C'est ça. On est plus sur... En fait, c'est pour la chirurgie, il y a vraiment une histoire d'émotionnel et d'appréhension. C'est-à-dire que on a peur de faire lâcher les fils, on a peur de bouger l'épaule, on a peur derrière peut-être que le chirurgien soit pas content parce que les berges se sont écartées. Enfin, Après, est-ce qu'il y a un travail qui est fait par les chirurgiens justement pour leur expliquer qu'il n'y a pas de risque? Aujourd'hui, oui, maintenant quand même, les chirurgiens aujourd'hui leur expliquent. C'est vrai que même pour moi je vois pas beaucoup de cancer du sein, je vois beaucoup les autres pathologies, mais pour un genou ou quoi, à chaque fois les médecins je sais pas, la posture qu'ils ont les angoisse du fait de leur opération, et du coup ils ont peur de casser quelque chose. Dès qu'ils entendent un bruit, ils sont paniqués. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'éducation de la part des chirurgiens leur disant vous inquiétez pas, ce que j'ai fait c'est du solide, le fil il va pas lâcher. Enfin, je pense que en fait, c'est comme pour tout, hein, je pense qu'il y a à boire et à manger. Récemment, j'ai eu une patiente qui est venue me voir paniquer en me disant j'ai un lymphœdème, c'était son chirurgien, son gynéco. Je crois que c'est son gynéco qui m'a dit, il lui a dit vous avez un lymphœdème, maintenant il faut faire de la kiné 3 fois par semaine. Ok, donc elle est venue me voir paniquer, je lui ai dit d'accord, très bien. Déjà, alors on va s'asseoir, on va discuter, et puis on va objectiver. Oui, alors, est-ce que c'est la réalité? Et en fait, objectivement, en prenant des mesures objectives, répétées, je ne voyais pas d'œdème, je ne voyais pas de lymphœdème. Oui, du coup, c'était la panique qui l'avait fait angoisser. C'était le discours du médecin, en fait, qui lui avait vraiment fait très peur. Et donc, je lui ai dit, mais après, si jamais ça peut vous rassurer, moi, je veux bien. Oui. Néanmoins, sachez que je ne vois rien. Est-ce que vous vous sentez serré dans vos vêtements? Non. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un pull qui vous serre plus que l'autre? Non. Bon. Et en fait... Est-ce que vous avez un lymphœdème? Non. Et donc, en fait, elle était tiraillée entre ce que ce médecin lui avait dit qui déclenchait une vague de panique chez elle, parce qu'en plus, il avait touché, je pense, parce que c'était une patiente que j'avais déjà vue et qui était complètement focalisée sur le lymphœdème. Et là, il avait appuyé sur le trigger qui avait tout fait péter, en fait. Il a foutu une pièce là où il fallait pas. Exactement. Il a mis vraiment, il a dit exactement le mot qu'il fallait. Donc, elle était paniquée. Elle était entre eux. Mais le médecin a dit. Et moi, qui objectivement lui montrait, mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et du coup, accepter que le médecin ait tort, c'était... Alors qu'il ait tort. Oui, qu'il a... Pas complètement raison. Pas complètement. Et donc, voilà. Donc, les chirurgiens, ça dépend. Et je pense que... Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne la chirurgie. La chimiothérapie, en fait, a des impacts assez lourds au niveau des conséquences de la chimiothérapie sur la patiente. Moi, de ce que je vois, de l'extérieur, ça a l'air vraiment épuisant au point où les patients que j'ai eus qui ont des chimios, ils sont inertes, ils peuvent pas faire grand-chose le jour de la chimio et les 2-3 jours qui suivent. Alors là, si ça s'enchaîne toutes les semaines, et apparemment, il y a un effet cumulatif de fatigue. Alors, toi, ton expérience? Alors, je t'ai dit, il y avait ces trois premières chimios de 3 semaines. De 3 semaines. Donc, une fois toutes les 3 semaines, donc c'est 9 semaines. Qui engendre, alors c'est pas de la fatigue, c'est de l'asthénie. C'est pas du tout pareil. Oui. C'est-à-dire que c'est pas une fatigue de tu te lèves, t'es en forme, et puis tu fais ta journée, et puis ta journée passe, plus tu fatigues. Non. En fait, c'est une fatigue, tu te réveilles le matin, t'es déjà épuisé. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'asthénie. Le problème... c'est pas au niveau des globules ou des... Alors ça, c'est... fer, c'est encore autre chose. Non, ça, c'est encore autre chose. Alors oui, il y a une forme d'anémie, mais c'est vraiment une asthénie générale. Ouais. Le problème, et c'est ce que j'objective avec les patients souvent, c'est ok, vous êtes fatigué. Quand vous vous reposez, vous êtes moins fatigué? Ah bah non. Et en fait, c'est le propre de l'asthénie, de cette fatigue-là. Quand on est fatigué, on se repose, ça va mieux, tandis que l'asthénie, tu te reposes, tu vas pas mieux. Par contre, si tu vas marcher, t'es pas plus fatigué. T'es pas plus fatigué, t'es peut-être même un peu mieux. Oui, donc ouais.
Donc c'est inversement proportionnel. En fait, c'est vraiment le propre de l'asthénie. L'asthénie ne lâche pas, ne cède pas au repos. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important. Pour motiver les patients, leur dire essayez. Vous voyez bien, en fait, moi, ce que je leur dis, je dis bon, on va essayer le repos, ça marche pas. Je trouve que ça ne marche pas. Et si on essayait autre chose? Et en essayant autre chose, elle se rend compte que ah oui, c'est vrai, je me sens un petit peu mieux. Je me sens un peu mieux. Donc ça peut être une façon. Donc l'asthénie, c'est une vraie problématique de la chimio. Ensuite, la chimiothérapie détruit la tumeur, mais pas que. Elle détruit aussi les fibres musculaires. Et particulièrement au niveau des membres inférieurs. Et donc, en fait, plus elle s'installe et plus elle détruit les fibres des membres inférieurs. L'effet cumulatif. C'est ça. Et en fait, plus elle détruit les fibres musculaires et moins la chimio est efficace. Et donc, en fait, pour augmenter l'efficacité de la chimio, le fait de faire un peu d'activité physique et de maintenir la masse musculaire est on crée un cercle vertueux. Au lieu que ça se détruise, c'est ça. On entretient et on évite que ça se dégrade. Donc ça, c'est important aussi d'expliquer. Ensuite, les chimios cumulatives provoquent aussi ce qu'on appelle des neuropathies, particulièrement au niveau des extrémités. La neuropathie, c'est atteinte des fibres nerveuses. C'est ça. Avec des sensations de brûlure, des sensations de picotement, des sensations assez étranges au niveau de la plante des pieds qui peut altérer l'équilibre aussi de ces patientes-là. Il y a aussi, sur certaines molécules de chimiothérapie, il peut y avoir un risque cardiaque. Il y a une forme de cardiotoxicité. Il peut y avoir des nausées, des vomissements qui majorent encore l'asthénie. Et l'inconfort. Et l'inconfort et la fatigue. Peut y avoir une altération de leur perception du goût. Elles ont une espèce de goût un peu métallique dans la bouche qui font qu'elles ne mangent plus ou qu'elles mangent moins. Du coup, fait qu'elles sont plus fatiguées. Il y a vraiment un effet... c'est vraiment la quintuple peine, en fait, la chimiothérapie. C'est vraiment la phase où tu es dans le... Ouais, alors en termes d'effet, en termes d'impact sur la qualité de vie, c'est pas encore ce qu'il y a de plus... Après, je parle au niveau physique, pas forcément avec l'effet mental aussi. Alors, au niveau mental, la chimiothérapie, on dit qu'en fait, elle a aussi un impact sur les fonctions cognitives parce que les patients décrivent un phénomène qu'on appelle le chemobrain. En fait, chemo pour chimique et brain, le cerveau. En fait, elles sont dans un espèce de brouillard mental dans lequel elles ont du mal à se concentrer, à avoir une réflexion qui est claire. Oui, du coup, donc, en fait, il y a vraiment... C'est assez impactant. La chimiothérapie est assez impactante. Ça, c'était juste la chimiothérapie. Ensuite, il y a la radiothérapie. Donc, la radiothérapie... Ça paraît moins invasif. C'est moins... En fait, c'est peut-être ce qui est le plus facile. Moi, de ce que j'ai vu, ça dure vraiment pas très longtemps. C'est très court. C'est quelques minutes. Mais par contre, il faut y aller tous les jours. C'est ça. Quand on habite sur place, ça va. Mais quand on habite à 1 heure, il faut prendre le machin, y aller soit la voiture, soit le taxi, machin, y aller... patienter, faire les 2-3 minutes, rentrer à la maison. Donc moi, ce qui épuise les patientes, c'est plus l'avant et l'après que... C'est exactement ça. Pendant. C'est ça. C'est un traitement qui est fatigant du fait de cette répétition quotidienne. Au final, à différencier de la chimio c'est qu'une fois toutes les 3 semaines ou toutes les semaines. Donc, niveau transport, et c'est moins oui, c'est perturbant. Ça. C'est moins perturbant, mais la radiothérapie est donc quotidienne. En fait, elle est fatigante et elle a quand même des effets sur l'organisme parce que c'est de l'irradiation. Donc, en fait, on brûle la peau. Une peau qui a déjà été assez traumatisée par la chirurgie. Oui. Donc, on irradie, on peut créer ce qu'on appelle une fibrose, c'est-à-dire un durcissement et un enraidissement des tissus. Et du coup, même s'il n'y a pas eu de chirurgie, il peut quand même y avoir de la radio. Oui. Enfin, il n'y a pas de... Non, toutes les configurations sont possibles. Et du coup, s'il y a eu chirurgie, ils irradient les cellules autour. En fait, on irradie la zone. On irradie la zone au cas où il y a une récidive. Une récidive, d'accord. C'est ça. Donc, il peut y avoir une fibrose. Le fait d'irradier, c'est une agression. Oui. Et donc, en fait, on augmente encore le risque de lymphœdème. D'accord. D'œdème, d'une façon générale. La peau est quand même brûlée. Donc, il peut y avoir des conséquences. Il y a souvent des conséquences cutanées. Même si apparemment, il s'améliore d'année en année pour vraiment cibler, mais il y a des effets... Mais c'est ça, il y a quand même des peaux qui sont plus réactives, qui réagissent moins bien.
Donc, voilà. Et puis après, il y a un risque pour tous les organes qui sont périphériques. Et pour le cancer du sein, il y a un risque sur le poumon. Même si on cible, néanmoins, on ne peut pas exclure qu'il y ait une conséquence au niveau pulmonaire. Donc, ça, c'est la radiothérapie. Et puis après, il y a l'hormonothérapie. Donc, l'hormonothérapie, c'est un petit cachet. Qui paraît anodin comme ça. On se dit, bon, après tout ce que je viens de faire, un petit cachet tous les jours pendant 5 à 10 ans. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que 5 ans, c'était pas... En fait, on ne diminuait pas assez les risques. Maintenant, souvent, c'est 10 ans. Donc, je te disais qu'en termes de qualité de vie, la chimio était impactante, mais en fait, on a fait une étude, et ce qui est le plus impactant sur la qualité de vie, c'est l'hormonothérapie. Parce que les effets secondaires et les conséquences de l'hormonothérapie sont assez nombreuses et sont pendant 10 ans. Et patient dépendant. Et patient dépendant. Il y en a qui vont beaucoup réagir, et il y en a qui ça va leur faire pas grand-chose, et il y en a qui vont se mettre dans des états... C'est ça, et il y en a qui ont tout, il y en a qui ont peu, il y en a qui ont rien, mais... Et est-ce qu'ils arrivent à les doser? Ou est-ce que c'est voilà, une gélule, c'est la même pour tout le monde, il n'y a pas de microdosage? C'est plus des histoires de changement de formule. On essaye différentes formules. Pour arriver à trouver... Jusqu'à trouver comme pour la pilule, qui pour va bien. Les femmes qui en contraception. Oui, c'est ça. Mais néanmoins, l'hormonothérapie provoque des douleurs articulaires, provoque une prise de poids, provoque une perte de la densité osseuse, augmente le risque cardiovasculaire, provoque des troubles, des bouffées de chaleur, des insomnies, des troubles de la libido, des dépressions. C'est tout? Non, d'accord. Voilà. Ça ne s'arrête, oui, voilà. Ça, c'est pour la liste les plus communes. Et puis après, il y a certains... Il y a des patients j'ai une patiente qui a fait un psoriasis géant sous hormonothérapie. Et alors que ça n'existe pas, en fait, normalement. C'est pas dans la notice. Non, c'est pas dans la notice. Mais voilà. Donc, en fait, toutes les phases de traitement... C'est vrai qu'on ne s'attendrait pas à ce que ça soit ça le plus problématique, en sachant par où elles sont passées. C'est ça le plus problématique. Et c'est ça le plus problématique. Mais parce que ça dure 10 ans, en fait. Et après, moi, j'avais eu l'anecdote d'une patiente qui me disait... du coup, elle s'était fait opérer, et en fait, la radiothérapie... Au final, c'était une sorte de prévention de la récidive. Et en fait, elle, dans sa tête, c'était compliqué psychologiquement de se dire qu'elle se faisait irradier alors qu'il n'y avait plus rien, puisqu'ils ont tout enlevé. Et du coup, au niveau psychologique, elle avait du mal à... Enfin, c'est là où elle s'est dit, mais... En fait, c'est ceinture, bretelles, gilet de sauvetage, etc., etc. Mais l'hormonothérapie, c'est pareil. C'est exactement pareil. Accepter de se faire traiter alors que théoriquement, il n'y a plus rien. Et l'hormonothérapie, c'est un vrai questionnement. J'ai pas beaucoup de patientes qui disent mais je prends ça, mais rien ne me garantit que je n'ai pas une récidive quand même. Bah oui, en effet. Sauf que si vous ne le prenez pas, vous acceptez le risque aussi que peut-être si vous avez une récidive, c'est terrible à dire, mais on pourrait leur dire c'est votre faute. Vous n'avez pas pris votre hormonothérapie. C'est ça, oui. Et donc voilà, vous saviez ce qui vous pendait au nez. Et quand même, en pleine connaissance de cause, vous avez décidé d'arrêter l'hormonothérapie. C'est toujours pareil. Statistiquement, on sait que ça améliore le risque, mais il n'y a pas de certitude. Mais ça reste des statistiques. Ça reste des statistiques. Il y a toujours le cas qui fait que même sous hormonothérapie, il va y avoir une récidive. Il y a des cas. C'est comme la personne qui a fumé toute sa vie, qui n'a jamais rien, et le mec qui n'a pas fumé, qui a un cancer du sein. C'est ça. Statistiquement, c'est pas possible, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Donc malheureusement, c'est très injuste. Bon, on a bien avancé sur les différents parcours, les différents types. À quel moment le kiné intervient? On parle dans un monde idéal ou on parle dans la vraie vie? J'aimerais bien parler dans les deux mondes. Là, aujourd'hui, dans le système de santé actuellement comme il est, quand c'est qu'on intervient? Et dans le monde idéal, quand c'est qu'on pourrait intervenir? Dans un monde idéal, parce que ça fait vite fait, dans un monde idéal, on intervient au moment de l'annonce. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que si on intervient au niveau de l'annonce, on fait toute la partie on explique au patient, donc on appelle ça de l'éducation thérapeutique. En fait, on lui donne les clés pour comprendre tout ce que je t'ai dit en termes d'activité physique, de prévention, sur lesquelles on reviendra. Mais on lui donne toutes ces clés-là. À partir du moment où le patient a compris, en fait, il peut aborder son parcours avec les armes qui ne dépendent que de lui. Donc ça, c'est ce qui se passe de façon idéale. Je crois que dans certaines régions de France, ça commence à se faire un peu. Moi, dans ma pratique, en fait,
j'ai eu tous les cas de figure. J'ai reçu des patientes au moment de l'annonce, c'est déjà arrivé. J'ai reçu des patientes avant la chirurgie. J'ai reçu des patientes après la chirurgie. J'ai reçu des patientes avant la radiothérapie. Souvent, en fait, quand on m'envoie des patientes avant la radiothérapie. Donc, en fait, la radiothérapie, donc, la patiente doit tenir une poignée comme ça. Ça signifie qu'elle doit être en mesure de lever l'épaule comme ça. Et donc, quand la radiothérapeute reçoit la patiente pour la première séance qu'on appelle la séance de marquage, c'est-à-dire qu'en fait, cette séance dure un peu plus longtemps que les deux. Elle dure à peu près une demi-heure. C'est là où ils font l'étalonnage de. C'est ça. Et en fait, on détermine où se trouve la tumeur ou là où était la tumeur, et on met des espèces de petits marqueurs pour cibler correctement. Pour que les rayons aillent au bon. Exactement. Mais pour ça, il faut que la patiente, elle puisse faire ça. Et donc, quand la radiothérapeute reçoit la patiente pour cette séance de marquage et se rend compte qu'en fait, elle arrive ici. Ça marche pas. Eh bien, on envoie chez le kiné en urgence en disant, bon, on commence la radiothérapie dans 3 semaines. Hein. Dans 3 semaines, il faut que vous ayez récupéré ça. D'accord. Et donc là, j'ai des patientes qui viennent pour ça. Et puis après, j'ai des patientes qui viennent bien plus tard. Bien plus tard. Et là, plus c'est tard, plus c'est pas impossible. Mais c'est juste... Voilà, c'est pas la même approche. C'est ça. Et c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. Il y a des choses qui sont ancrées. Elles ont perdu de la masse musculaire. Elles se sont ancrées posturalement dans une posture qui est... Il y a des peurs aussi qui se mettent en place. Oui, exactement. Des idées reçues. Elles sont ancrées dans leurs idées reçues. C'est plus difficile. Mais c'est pas impossible. Et du coup, l'idéal, c'est le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et plus on commence tôt, et en réalité, plus on commence tôt, et moins ça va durer. Finalement. Bah, déjà, s'il y a l'éducation thérapeutique, si le patient est volontaire, ça dure moins longtemps que s'il a des idées reçues et qu'après il faut les déconstruire pour reconstruire. Ça, c'est vrai pour toutes les pathologies. Bah, cesse de le répéter au fil des podcasts, mais au moins, à force, on va arriver à le... y a-t-il des différences majeures en fonction des sexes, des âges ou des stades du cancer ? Bon, le sexe homme-femme, mais ça c'était dans le cas où il y a tous les cancers. Ouais. En fonction de l'âge, alors il y a aussi l'histoire du patient, c'est-à-dire que si on reçoit une patiente d'un certain âge qui n'a jamais fait de sport, qui a déjà plein de problématiques au niveau de son épaule, au niveau de sa posture, au niveau de son dos, c'est sûr que les bénéfices qu'on va obtenir seront moins importants, même si on en obtient toujours. Néanmoins, en termes de type de cancer, il faut savoir que les cancers triple négatifs dont on parlait tout à l'heure, jeunes, tandis que les autres c'est ça, ils sont très fréquents, sont les majoritaires chez les patientes qui sont jeunes, avec des cancers qui sont très agressifs. Et donc ces patientes-là, je trouve que c'est important de les sensibiliser et de les faire prendre en charge par une équipe pluridisciplinaire le plus tôt possible pour qu'elles puissent avoir toutes les armes pour. Et puis pareil, il y a aussi le problème de la grossesse. Si c'est des femmes très jeunes, il faut penser à tout ce qui est grossesse. Absolument. Congeler des ovocytes quand c'est possible. Enfin, c'est ça. Tout un traitement à mettre en place. Tandis que si c'est une patiente qui est ménopausée ou plus âgée, il n'y a pas toute cette problématique-là. Il y a d'autres problématiques, mais en effet, il n'y a pas ces problématiques-là. Du coup, il faut arriver en fonction de l'âge à adapter. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on voit, moi en tout cas, je vois dans ma pratique un rajeunissement terrible de la population. En fait. Et ça, on a des explications ou... On a tendance à dire, et j'avoue que ça me semble pertinent, qu'il y a vraiment un impact fort au niveau des perturbateurs endocriniens, de la pollution, de notre alimentation aussi, qui est... je lisais encore un article ce matin sur les polluants éternels, où toutes les nappes phréatiques sont contaminées. Donc on peut pas balayer ça et juste être sourd à ce genre d'argument. Oui. Je pense que c'est un argument important. Donc il y a tout ce qui est environnemental. Est-ce qu'on les dépiste mieux ? Maintenant que ça fait un moment qu'on les dépiste bien aussi. Donc l'augmentation... pour moi, ça fait 10 ans qu'on les dépiste quand même. Le fait d'en parler beaucoup, le fait d'insister sur l'autopalpation, le fait d'éduquer les gens aussi sur l'importance de se prendre en charge, fait que peut-être on sensibilise davantage et qu'on diagnostique davantage. Ça se trouve, il y en avait avant, mais qui passaient peut-être un peu plus inaperçus. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un meilleur dépistage, mais je pense quand même qu'il y a une l'environnement, ça c'est... Vu ce qu'on voit de plus en plus de cancers pédiatriques aussi, donc ça n'a rien à voir avec le dépistage. Je pense qu'il y a vraiment une histoire de contamination. Ils n'étaient pas, c'est sûr, avant. Donc il y a quand même un côté environnemental. Je pense. Est-ce qu'il y a des
études qui ont été faites par secteur, genre par région. Est-ce qu'il y a, enfin, je sais pas, j'ai En fait, pas d'infos là-dessus, mais je crois que est-ce qu'il y a des régions où il y a plus de cancers? On sait qu'au niveau épidémiologique, il y a certains types de maladies, ils sont plus chez les vignerons, il y en a plus chez les fermiers. Est-ce qu'au niveau des secteurs géographiques? je crois que en termes de cancer du sein, Ouais. dans les Hauts-de-France, On est les champions du monde. alors au monde je ne sais pas, mais en tout cas en France, je pense qu'on a le plus haut taux De cancer du de sein. cancer du sein. Alors, je t'avoue que je ne sais pas. Non, mais- Néanmoins, il me semble avoir vu passer, ou alors j'ai dû lire des articles sur, en fait, la pollution qui nous vient d'Allemagne, de la Belgique et de tous Oui. ces pays qui ont une grosse industrie et dont Les qui pays frontaliers, déversent un peu, c'est ça. les- Après, je ne sais, je suis pas Après, il y tout a à fait aussi sûre de tout moi. ce qui était la mine, enfin, Peut-être. à Et puis l'époque. après, on peut pas. Enfin, il y a quand même une histoire de catégorie socio-professionnelle et de. Oui. Voilà, il y a En quand même. France, on sait qu'il y a une catégorie qui est un peu C'est plus, ça, c'est ça. un Donc, peu plus défavorisée que dans d'autres c'est pays. ça. Enfin, Mais dans en d'autres tout cas, régions. je sais, je suis quasiment sûre de moi. Mais je mettrai bien ma main à couper, mais je crois qu'en termes de cancer du sein, on est en haut de la liste. Voilà. Youpi. Moi qui ai décidé de déménager dans le Nord. Mais il y a plein d'autres avantages de vivre dans le Nord, Ouais, on y est très heureusement. bien aussi. Il y a de la bonne bière et des bonnes frites. Et puis les gens sont vraiment adorables en vrai. Ça, Et c'est il vrai. fait beau. Oui, aujourd'hui. Du coup, maintenant, on va se concentrer sur l'activité physique et les bénéfices démontrés en oncologie, le sujet du podcast. Alors, quels bénéfices sont validés, enfin, quels sont les bénéfices scientifiquement validés sur le cancer du sein? Il y a De l'activité physique, pardon. ouais. Maintenant, on arrive à un consensus. Je pense que Donc, consensus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quasiment tout le monde est d'accord sur le fait que sur le fait que l'activité physique, aujourd'hui, est considérée comme un traitement du cancer. Non médicamenteux, mais c'est plus seulement un soin de support. C'est un traitement. à l'époque, c'était, voilà, on vous conseille 2, ça vous permettra 2. Maintenant, on est sûr que l'activité physique Et est un traitement. est un traitement. Alors, déjà, au préalable, on considère que 40% des cancers pourraient être évités avec une pratique régulière d'activité physique. Donc Alors, ça, c'est ce qui concerne la prévention. Sur l'activité physique, justement, qu'est-ce que c'est l'activité physique et quelles sont les recommandations? On parle d'un nombre de minutes, donc à peu près 150 minutes d'activité physique intense, enfin Modéré. modéré intense, ce qui veut dire que On est sur... moi, ce que je conseille en général, c'est 45 minutes 3 fois par semaine. Sur de l'activité physique cardio. Voilà. C'est-à-dire aller marcher. de manière rapide pour faire monter un petit peu le cardio. En fait, il faut quand même être essoufflé. C'est-à-dire que le but, c'est pas juste d'aller se promener. Alors, après, tout ça est adaptable. Aller se promener, c'est très bien, mais aller se promener avec le cardio qui monte, c'est mieux. Mais entre rester sur le canapé C'est ça. et aller marcher, il vaut mieux aller marcher. C'est ça. Et après, encore une fois, tout ça est adaptable aux phases du traitement. Mais bon, si on parle des bénéfices de l'activité physique, donc c'est considéré... Enfin, on parle déjà de prévention. Ensuite, je te disais tout à l'heure que la chimiothérapie détruit les fibres musculaires. Oui. Donc, ça permet d'éviter ça. Ça permet d'éviter une destruction des fibres musculaires et donc de faire en sorte d'être moins fatigué. On a un impact sur la fatigue aussi. La fameuse asthénie. La fameuse asthénie, exactement. Ça permet aussi une meilleure récupération fonctionnelle, c'est-à-dire le fait de rester en mouvement fait que on évite de se retrouver avec un bras qui ne monte plus, avec une posture qui est dégradée, avec des douleurs de dos, avec des douleurs globales, avec tout ce que ça peut avoir comme répercussion. Parce qu'après, il y a aussi le problème, ça on en a pas parlé, mais la personne qui est atteinte d'un cancer du sein, du jour au lendemain, se retrouve la plupart du temps avec une activité physique, enfin une activité professionnelle, tout à fait normale, et du jour au lendemain, elle se retrouve malade, et du coup, la plupart du temps, à la maison, en cours de traitement, toute seule, sédentaire. C'est ça. Donc il y a aussi cette coupure, c'est comme la retraite, quoi. C'est du jour au lendemain, vous passez d'une fonction à un autre Vous état. n'existez plus dans la société. Voilà. Et en fait, le fait de pratiquer une activité physique, au-delà de l'existence dans la société, le fait de pouvoir se dire je suis capable de faire ça, ça, ça et ça restaure une image de soi, en fait. Ça C'est sur remet... ça que je voulais en venir, c'est Ouais. qu'on perd une image d'utilité dans la société, on se retrouve à être là,
En fait, je pense soigner. qu'avant ça, avant de passer sur la société, il y a vraiment soi avec soi-même. Oui. C'est-à-dire, j'étais une femme active qui travaillait, qui avait une activité, qui avait une vie sociale, qui s'occupait de ses enfants, qui était belle, qui s'habillait, enfin voilà. Et aujourd'hui, s'il y a une chirurgie, déjà, il y a une altération très forte. Est-ce que je me reconnais sans mon sein ? En fait, on m'a enlevé une partie de ma féminité. En plus, je suis crevée. En plus, je perds mes cheveux. En plus, j'ai mal partout. En plus, je vomis. Enfin, Oui. je ne suis plus capable d'aller chercher mes enfants. Je suis fatiguée. Je n'arrive plus à réfléchir correctement. À quel moment je trouve du réconfort ? Donc, le fait de faire n'importe quoi, quelque chose, Une activité n'importe quelconque. quoi, ça permet de se valoriser et de restaurer une image de soi. Ouais. C'est fondamental. C'est fondamental. Du coup, qu'est-ce que tu préconises comme activité physique qui soit simple ? Bon, il y a la marche. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors déjà, la marche, c'est très, 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 très bien. En fait, c'est vraiment patient dépendant. Moi, je passe beaucoup de temps à Discuter avec eux pour voir. À voir qu'est-ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Ben moi, j'aime bien marcher. Ok, mais moi, j'aime bien aller à la piscine. Alors ça, c'est plus compliqué parce que, étant donné que lié à la cicatrice, la chimiothérapie, j'ai oublié de le dire, Oui. la chimiothérapie détruit les défenses immunitaires. Du coup, il y a des risques de pathologies C'est secondaires. ça. Donc il faut éviter d'aller s'exposer trop. Et donc la piscine, c'est pas top. Mais bon, si jamais elle me dit, bah moi j'aime bien faire du vélo, très bien. J'aime bien faire du rameur, très bien. Ça veut dire d'aller dans une salle. Mais bon, après, on peut adapter en fait. On peut adapter, se dire, bah venez. Moi, j'encourage beaucoup les patientes à venir dans mon cabinet. Elles sont dans un environnement qui est plus sécure. Et moi, je peux les encadrer. Il n'y a pas plein de monde qui passe. On respecte des règles d'hygiène et de protection de la patiente. Il n'y a pas de risque. Et donc, en fait, c'est là où je trouve qu'un accompagnement APA ou kinésithérapeutique, c'est important, en fait. Puis individuel pour avoir le temps d'échanger. C'est ça. Et de s'adapter à ce que la patiente veut faire. Donc, en fait, c'est pareil. Tout ça s'adapte en fonction des étapes de traitement. En chimiothérapie, faut pas nier l'asthénie, faut pas nier tous ces éléments-là. Et donc, moi, je démarre sur quelque chose d'assez léger. En fait, je leur dis, eh bien, écoutez, allez marcher 15 à 20 minutes, si c'est possible pour vous. Et voyez comment vous vous sentez après. Et c'est là où elles te disent, ah, mais ça va mieux. Et ben, je l'ai fait, et puis alors, d'une part, le premier truc qu'elles me disent souvent, c'est, j'étais fière de moi. Ça, c'est trop bien, déjà. Oui. Et quand elle me dit ça... Ça paraît tout bête, mais pourquoi on ne leur dit pas plus tôt ? On commence à leur dire. Voilà. On commence à leur dire. Ça va dans le bon sens, mais je me dis, mais c'est bizarre qu'elles te le disent là, alors que ça devrait être normal, en fait. En fait, on commence à leur dire, je te dis ça, maintenant, les oncologues et les chirurgiens, les médecins disent, il faut pratiquer une activité physique, mais il y en a plein qui me disent, je savais même pas qu'on pouvait avoir de la kiné. Oui. En fait... Mais moi, là où j'ai du mal, c'est vrai que tout le corps médical dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais on n'explique jamais au patient comment le faire, dans quelles conditions le faire, et lui dire qu'en fait il peut faire un quart d'heure ou 20 minutes de marche, parce que tu dis au patient va marcher. Oui, mais le patient, moi j'ai des patients, ils me disent oui, mais je vais marcher, et si je tombe ou si je suis trop fatigué, je peux pas revenir. Et le corps médical n'a pas, en gros, il faut faire ça, mais on n'explique, on prend pas le temps d'expliquer aux gens. Personne n'a le temps. Voilà, mais comment, sauf nous, parce qu'on passe du temps avec eux, pour leur expliquer, ben voilà, vous pouvez faire 15 minutes, si ça va pas, ben à 5 minutes, il y a un banc, vous asseyez, puis vous reprenez juste après. Tandis que tu dis va marcher, ben ok, mais les patients, ils ont besoin d'avoir des bornes, même si on sait que c'est peu utile. C'est rassurant, pour eux. Mais c'est peu utile dans le traitement, mais pour eux, c'est rassurant. De dire que voilà, s'il y a un banc, j'ai le droit de m'arrêter, alors qu'on m'a dit il faut faire de l'activité physique intense. Mais non, mais on s'en moque. Si tu n'y arrives pas, tu t'arrêtes, tu bois un verre d'eau et tu repars. Absolument. Et puis tu peux aller au banc suivant et revenir à celui-là et tu rentres à la maison, il n'y a pas de mal. Exactement. Mais ça, ils ont du mal. Mais ça, tu vois, ça c'est de l'activité phique. Oui. Tu as tout à fait raison. Il y a la norme, c'est 150 minutes d'activité intense, modérée, idéalement, mais ne serait-ce que marcher 10 minutes, même si c'est pas 150, c'est pas grave, c'est mieux que de rester dans le canapé et boire une bière. Exactement. Alors, ça prend un peu mais en tout cas, mais c'est exactement ça. Et c'est ce que je dis souvent à mes patientes. Initialement, je leur dis, lors de ma première séance, je leur dis ça. Je leur dis, bon, il va falloir faire 45 minutes 3 fois par semaine. Et là, ça dépend de l'histoire de la patiente. Elle me dit, ah bah non.
Je le faisais déjà pas avant. Et donc, je leur dis, je sais bien, mais c'est ce vers quoi il faut tendre. Voilà. Et c'est ce vers quoi on va tendre ensemble. Et le fait de se dire, ok, je suis pas toute seule, on va m'aider. Déjà, ça les rassure. Après, il y a le fait aussi que le fait que ce soit toi qui leur dise, la séance d'après, elles veulent te rendre des comptes. Enfin, pas te rendre des comptes, mais elles se disent, ah ouais, elle m'a dit de faire ça, je l'ai pas fait. C'est quand même pas bien. La prochaine fois, il faudrait que je le fasse. C'est ça. Mais c'est ça, c'est ça. Il y a un lien de confiance qui s'installe. Moi, je suis pas là pour les juger, je suis là pour les aider, je suis là pour les accompagner, je suis là pour m'adapter. Enfin, en plus, c'est un truc que j'aime faire, en fait. Et que, tu fais pas ça par contrainte. Mais non, parce qu'en plus, c'est des prises en charge qui sont... Enfin, c'est des patientes auxquelles on s'attache. C'est des T'as prises pas le en choix, charge. et puis c'est méga long. C'est des prises en charge qui sont longues, dans lesquelles, en fait, elles sont... c'est des parcours particuliers quand même, c'est-à-dire que c'est des femmes, et donc elles n'ont pas forcément toujours des gens à qui pouvoir montrer leur faiblesse. C'est-à-dire quand elles sont fatiguées, elles sont pas bien, n'empêche qu'elles doivent quand même tenir leur rôle à la maison, et elles me disent je peux pas pleurer devant mes enfants, je peux pas pleurer devant mon mari, je peux pas pleurer. Et donc quand elles viennent en séance, parfois elles pleurent et elles me disent excusez-moi. Je leur dis mais non, au contraire. C'est là où on en revient, on avait déjà parlé avec Fanny dans le podcast précédent, avec Nadia, c'est l'image, enfin la place de la femme dans la société qui est en train d'évoluer, mais il y a toujours cette place où elle doit tenir face, elle doit encaisser, elle doit faire beaucoup de choses à la maison, elle doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper de plein de choses. Bon, ça évolue dans le bon sens, mais c'est long. Et du coup, en plus, se rajouter la maladie par-dessus, elles ont encore plus de mal à... Puis en fait, ça crée une culpabilité, et elles culpabilisent de pleurer. Et moi, je leur dis souvent, mais si vous pouvez pas pleurer chez vous, où est-ce que vous voulez pas pleurer ici? À quel moment vous pleurez? Je dis, allez-y. Et donc, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se crée de l'ordre de... en fait, je suis en sécurité. Et ça, c'est important. Qu'elles se disent, je suis en sécurité. Pas un cocon, mais enfin... Un lieu de confiance et un lieu sécure. Et donc, j'essaye toujours de faire ça. Et donc, c'est notre rôle en tant que kinésithérapeute de leur dire, bon, vous êtes en chimio, je sais que vous êtes fatigué, mais voilà ce qu'on va faire. Vous allez essayer d'aller marcher 10 minutes, un quart d'heure, et si ça va, 20 minutes. On va essayer d'y aller progressivement. Ça, c'est une chose. Et je rajoute quand même un peu de renforcement musculaire, doux. Sans charge, sans choses comme ça, mais avec des petits squats avec des poids de corps, des petites fentes, ensemble, et on fait des choses ensemble, c'est-à-dire que moi je commence à le faire en séance pour leur dire, vous voyez, ça se passe bien, et puis elles continuent à la maison. Donc ça, c'est pendant les chimios, où l'objectif c'est vraiment de maintenir, d'éviter qu'elles perdent trop en capacité respiratoire, et puis de faire en sorte de lutter un peu contre cette asthénie. Après, pendant la radiothérapie, là il faut être un peu prudent, c'est-à-dire que le marquage est fait avec la morphologie de la patiente. Donc, il faut faire en sorte de coller le plus possible à cette morphologie. Donc, en fait, pendant la radiothérapie, l'objectif... du renfort du membre sup. Non, avec le risque de déclencher un œdème, et donc de faire en sorte que le marquage soit flingué. Les œdèmes, enfin une petite parenthèse, mais on sait comment ils se déclenchent et pourquoi, ou c'est random? Alors, il y a une dimension random. J'ai déjà vu des patientes qui d'un seul coup ont un lymphœdème du membre supérieur. Aujourd'hui, il se fait quand même plus rare parce que on peut identifier des facteurs de risque pour lesquels on se dit là je vais être particulièrement vigilant. La première chose, c'est que les chirurgies sont moins délabrantes qu'avant. Oui. Donc ça déjà... Quand j'ai commencé moi il y a 12 ans, c'était assez délabrant, mais ça avait l'air moins invasif qu'avant. Et encore avant, c'était catastrophique en fait, ou c'était quasiment systématique. Aujourd'hui, on essaye d'intervenir à minima, et comme on intervient à minima, on dégrade à minima, et donc on fait en sorte de moins favoriser le lymphœdème. Ensuite, il y a des facteurs qui prédisposent. C'est par exemple un poids important, en fait. Quelqu'un qui a un IMC important, donc un indice de masse corporelle important, est plus à même de développer un lymphœdème du membre supérieur. Et ensuite, les deux autres éléments, c'est, je vais pas te mentir, la pratique d'activité physique et la mobilité. Quelqu'un qui, imaginons, qui a été opéré d'un cancer ici, et qui a tellement peur de lever le bras, garde le bras au corps tout le temps ici, en fait, on crée des fibroses, donc en fait, on crée du tissu cicatriciel interne. Qui fait que le système lymphatique ne fonctionne plus correctement. On crée des obstacles, en gros. Du coup, d'où le fait que plus tu prends en charge tard, et plus il y a les peurs et tout qui s'installent, le manque de mobilité, et du coup tu favorises un œdème, donc plus c'est pris en charge tôt, et plus déjà t'expliques au patient qu'il y a un risque et que du coup s'il bouge il y en a moins, il aura plus envie de bouger. Une patiente qui mobilise son bras de façon régulière,
elle évite les fibroses et puis en plus, elle crée une forme de massage et de drainage naturel. Au niveau de son Puis on sait que quand on a la cheville qui gonfle parce qu'on a eu une entorse de la cheville, on met le membre en déclive justement pour faire retourner. Au niveau du bras, c'est pareil. Si on lève le bras, la gravité fait que ça favorise. C'est pas ça qui enlève l'œdème. Non, mais ça favorise. Mais en tout cas, encore une fois, la mobilité est l'élément le plus important qui évitera un lymphœdème du membre supérieur. Et donc, en radiothérapie, on entretient la mobilité de l'épaule. Ouais. On peut faire de l'activité physique, mais prudemment. Et si jamais il peut y avoir un petit lymphœdème qui se déclenche, on n'arrête pas l'activité physique, mais on peut, par exemple, faire de l'activité physique avec un manchon. Pour limiter le plus possible l'expansion du bras. Mais on peut faire, on peut tout à fait faire. Au niveau des manchons, ça a évolué parce qu'à l'époque, j'en étais resté au manchon avec des mousses de différentes densités à différents endroits, justement pour, je sais plus qu'on appelle ça. Avant c'était un manchon normal, après il y avait les manchons avec les points de pression différents. Ça on fait toujours, et puis après maintenant il y a différents types de tissage. Je suis pas hyper spécialiste en manchons. Mais il y a différents types de tissage. On a toujours des manchons qui sont standards, c'est-à-dire que tu vas chercher à la pharmacie et que les kinésithérapeutes peuvent prescrire. Et puis après, tu as les manchons sur mesure qui sont quand même beaucoup mieux. Et c'est là où c'est important pour les kinésithérapeutes d'avoir un réseau, parce que justement, en fait, le fait de pouvoir se dire j'ai un interlocuteur prothésiste qui est réactif, et que si je lui envoie une patiente, en fait, j'ai du lien avec cette personne, et que si jamais j'ai une patiente qui a vraiment besoin d'un manchon rapidement, je peux lui envoyer, il va être pris en... Ça, c'est très important. On va en parler juste après du réseau, justement, d'où l'importance d'avoir un maillage sur le secteur qui permet de communiquer rapidement et d'orienter les patients. Ça, c'est vraiment hyper important. Et donc, voilà, pendant la radiothérapie, on continue, mais on est un peu prudent, quoi. On y va tranquillement. C'est la période où... Voilà. On y va précautionnellement. Après, la période, elle dure 31 jours au final. Entre 25 et 30 jours. Plus, parce qu'après, tu vois, c'est 5 séances par semaine, il y a 35 et les week-ends. Du coup, il y a les week-ends. Mais on tend à aller vers le moins possible, tu vois. Maintenant, il y a moyen que ça se fasse en 3-4 semaines, ce soit fini. Et puis après, il y a l'hormonothérapie. Et donc, en fait, finalement, l'hormonothérapie, il y a un peu un espèce de retour à la vraie vie. Parce que... c'est juste un petit cachet. C'est juste un petit cachet, ça va durer 10 ans. Et puis dans cette phase-là... on considère que les patientes, elles sont un peu arrivées à la fin de leur traitement. Il y a potentiellement une reprise du travail, et donc c'est là où c'est une période qui est un peu délicate en termes d'activité physique, où je trouve qu'on a un rôle hyper important, où c'est là où le fait d'avoir expliqué à la patiente que maintenant, l'activité physique est prioritaire. Moi, ce que je dis maintenant, c'est vous prenez votre agenda de votre semaine, vous mettez vos plages d'activité physique, et après vous mettez le reste. Le reste, pas que le travail. Oui. Tout le reste. Mais à la maison, c'est un travail aussi, apparemment, du coup. Ouais, bon. mais en tout cas, c'est là où, en fait, c'est très important de lui faire... pas lui faire prendre des bonnes habitudes, mais en tout cas... qu'elle mette d'abord la priorité, c'est le traitement, l'activité physique, et à côté, mettre le reste. Et donc, si ces bases-là sont bien posées, on maximise les chances que ça se passe bien. Et après, en fonction de l'âge, est-ce que les patientes sont... Est-ce que les jeunes, je pense qu'elles sont très motivées ou pas forcément? Je pense que on peut pas faire une... Il n'y a pas de généralité. Non, parce qu'en fait, les jeunes, quand même, elles ont souvent des enfants en bas âge. Ouais, du coup, elles ont moins de temps. Et donc, il y a aussi une histoire de... pas le temps, quoi. Alors que les patientes plus âgées, elles ont parfois plus de temps. Et puis, elles ont tout le vécu de... Je ne ferai pas les mêmes erreurs. Il y a ça aussi, il y a le bénéfice de l'âge. Quelle dose minimale d'activité physique? Bon, au final, c'est ce qu'on a dit. 45 minutes 3 fois par semaine de cardio. Et puis après, là-dessus, on rajoute un peu de renfort. Et un peu de renfort. Du renfort, par exemple. Quel bénéfice observes-tu personnellement? Outre les stats et... Toi, de par ton expérience depuis le temps que tu bosses là-dedans, est-ce que tu as vu une évolution depuis que tu prescris de plus en plus, depuis que les traitements par l'activité physique augmente? Est-ce qu'il y a un bénéfice pour les patients sur la qualité de vie, sur leur indéniablement état général? En fait, il y a vraiment une histoire de... Elles se saisissent. En fait, elles prennent possession d'elles-mêmes. Puis ça fait partie du combat aussi, entre guillemets, de se dire je me bats contre la maladie, du coup je fais l'activité physique pour me battre. Et puis j'y prends plaisir. Oui. Mais finalement, c'est trop cool, quoi. En fait, pourquoi je me suis privée de ça toute ma vie? Il y a vraiment une histoire de ça. La question que j'allais te demander, c'est est-ce que tu avais des patientes qui étaient pas contre le sport, mais bon,
pour plein de raisons, elles en faisaient pas ou elles n'avaient pas envie, qui du coup s'y sont mis et sont devenus accros, entre guillemets. Et mais oui, en fait c'est des profils qui sont assez... Enfin, d'une façon générale, les femmes qui ont un cancer, enfin, c'est pas des profils de... On est toutes plus ou moins pareilles. Oui. Il y a vraiment une histoire de don, c'est-à-dire que je suis une femme, donc je dois être une bonne mère, je dois être une bonne épouse, je dois travailler, je dois faire à manger, Et puis après, quand tout ça c'est fait, il me reste un tout petit peu de temps pour moi. Et puis, cette petite peau de chagrin, je vais mettre ce que je peux. Ouais. Et puis, bim, cancer. Et là, c'est... Et en fait, je me rends compte que beaucoup, alors je vais pas dire que c'est toutes, mais en tout cas, j'entends beaucoup dans le discours de ces patientes-là une histoire de je le vis comme un message d'alerte que mon corps m'a lancé. Oui, en gros, c'était une première alerte en disant là, il faut que tu te bouges, il faut faire quelque chose. Je me suis oubliée. Oui. Et mon corps m'a dit eh oh, réveille-toi. Et donc, beaucoup me disent je ne ferai plus les mêmes erreurs. D'accord. Et en fait, le fait de remettre une activité physique, donc de se réaccorder du temps, de prendre plaisir à ce temps avec elle-même, ça a plein d'autres répercussions. Il y en a plein qui quittent leur travail et qui disent en fait, ce taf que je faisais jusque maintenant, il a plus de sens, ou alors il est trop chronophage, ou alors il me stresse trop, ou alors mais je ne veux plus faire ça. Du coup, elle change complètement d'orientation. Mais en fait, le sport les met face à elles-mêmes aussi. Et elles se disent pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Et pourquoi je ne me suis jamais cru capable en fait, alors que j'en suis tout à fait capable. Mais ça, on le voit, on avait parlé avec Fanny dans les ultra-trails, dans la course à pied, il y a beaucoup de femmes il y a de plus en plus de femmes qui s'y mettent et qui du coup se révèlent, entre guillemets, et se disent ah ben oui, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, pourquoi j'ai... Ça, c'est super intéressant de voir le... Je pense que je me souviens de cette patiente toute ma vie. J'ai une patiente que je voyais pour un cancer du sein triple négatif. Et voilà, je lui ai dit tout ce que je suis en train de te dire en mode, vous savez, on n'a pas beaucoup de levier, donc le seul levier, ce sera l'activité physique si vous voulez. Et donc elle venait au cabinet. Elle venait, on se voyait une fois par semaine, et puis on avait fait un programme, donc pareil, on avait commencé, elle allait marcher, puis je lui donnais quelques exercices, et puis progressivement, on est monté un peu en charge, je commençais à lui donner du travail avec des poids, des trucs qui étaient un peu challengeants, et puis après... Elle a fini tout son parcours, puis il n'y avait pas d'hormonothérapie, donc on a commencé des trucs pareils un peu... Tu t'es dit, bon, il n'y a plus rien. C'est ça, et en fait, elle avait un fils qui était étudiant au Pérou. Et elle avait prévu d'aller le voir, et ils avaient prévu de monter au haut du Machu Picchu. Et elle en avait parlé à son radiothérapeute qui lui a dit, mais vous n'y arriverez pas, vous savez qu'on vous a irradié, etc., etc. Et puis, en fait... quand elle me l'a raconté, elle m'a dit, mais bien sûr que je vais y arriver. Et donc, du coup, elle a fait son voyage, elle est montée en haut du Machu Picchu, est arrivée la première, avant son fils, et elle m'a envoyé un SMS pour me dire, j'y suis arrivée. Et en fait, après ça, elle n'a plus jamais lâché sa pratique d'activité physique. Et du coup, elle continue à faire son activité physique. Absolument. Donc, comme quoi l'activité physique est importante. Elle est fondamentale. Est-ce que tu as vu des changements dans la perception du sport ? Alors maintenant que les chirurgiens et les oncologues en parlent, j'ai plus d'aura. Ouais, c'est-à-dire que quand je dis il va falloir pratiquer une activité physique, elle me dit oui, je sais, mon chirurgien me l'a dit. Mais du coup, est-ce que vu que tu as un peu de recul, est-ce que quand tu étais sortie de diplôme et au tout début, ces discours-là étaient présents et les patients ne les entendaient pas, ou il n'y avait pas de discours du tout? Et c'est venu après. Je sais plus. Je crois qu'il existait, mais il était minime en fait. Certains le disaient pas. Ceux qui le disaient étaient minoritaires en termes de milieu médical, je veux dire. Et que donc, en fait, la majorité des patientes n'en avaient jamais entendu parler. Et me disaient, il y avait peut-être la peur aussi on savait pas les conséquences sur la maladie, donc on pensait que... Il y avait moins d'études. Ça pouvait être délétère, ou s'il y avait une chirurgie, c'est pas forcément très bon. Il y avait moins d'études, et donc on en parlait moins. Nous, on en parlait déjà beaucoup. Et c'est vrai que quand je leur expliquais, mais factuellement, objectivement, pourquoi est-ce que c'était important, en fait, elles me disaient, mais pourquoi on ne nous le dit pas plus tôt? Oui. Donc en fait, quand même, beaucoup ne savaient pas. Quand elles viennent te voir, elles en ont déjà entendu parler. Elles sont déjà sensibilisées. Donc ça, c'est cool. Plus. C'est perfectible. Hein. Oui. C'est comme tout. C'est perfectible. Je crois que les dernières stats, c'était, que j'ai lu, c'était 30 à 40% des femmes pratiquaient une activité physique pendant leur traitement, alors qu'avant on était à 5 ou même pas 10%, donc ça augmente, mais c'est largement perfectible. Mais c'est largement perfectible, et là où c'est problématique, c'est plus sur l'observance sur le long terme.
Oui. Alors, est-ce que tu as des stratégies justement sur l'observance au long terme? Est-ce que tu les challenges comme ta passion de Machu Picchu ou est-ce que... Alors, moi, je peux les challenger le temps où je les vois. Oui. Et l'objectif, c'est surtout pas qu'elles soient dépendantes de moi. Non. Après, moi, je pratique, je propose des cours, par exemple, de pilates, mais ça reste du renforcement musculaire qui n'est pas suffisant. Et je leur dis, on peut faire ça ensemble, néanmoins, sachez que ce n'est pas suffisant. Là, on s'est investi dans un projet ici dans lequel on a monté une équipe de Dragon Boat. Ouais. Donc en fait, c'est du canoë. C'est pas des Dragon Ball Z, c'est Dragon Boat. Ouais, c'est du Dragon Boat. En fait, c'est du canoë dans des grands bateaux. Il y a plusieurs types de bateaux. Nous, on a un bateau de 10 places. Et donc, notre objectif, c'était de créer une équipe de patientes atteintes de cancer du sein, soit en cours de traitement, soit en rémission. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de s'adapter à leurs conditions. Mais nous, ce qu'on leur propose, c'est quelque chose d'un peu challengeant, c'est de se dire, bon, peut-être on n'ira pas, mais on va essayer d'aller au championnat de France. Et donc, ça les motive, et puis elles sont ensemble. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que... Il y a un rendez-vous, en fait, qui est programmé. Du coup, pour l'équipe, elles doivent y aller, ça crée une dynamique. Et puis, elles se comprennent, c'est-à-dire... Ça fonctionne pas pour tout le monde. Il y a vraiment des patientes qui ont besoin de se retrouver dans des milieux dans lesquels elles sont entourées de dames qui ont vécu la même chose qu'elles. Et il y a des patientes qui ont besoin de prendre du recul et qui ont besoin d'être à l'extérieur des réseaux. Donc ça, après, on s'adapte, en fait. Mais moi, ce que je leur dis, c'est de faire en sorte qu'elles trouvent. En fait, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est trouver là où elles s'éclatent. Et à partir du moment où elles prennent plaisir, c'est ça. Qui leur fait plaisir. À partir du moment où elles prennent plaisir, après, c'est bon. C'est gagné, en fait, parce que l'habitude est prise et puis elles ont une dose d'endorphine qui leur fait du bien. Et elles arrivent à perpétuer ça. Mais c'est pas facile quand même. Et du coup, est-ce que tu as des patientes, quelques années plus tard, qui reviennent et qui te disent, voilà, je continue à faire... Si elles reviennent, c'est pas bon signe. Donc je préfère qu'elles pour autre chose, elles sont fines en torse de la cheville. Non, non, parce que j'ai pas la disponibilité pour les prendre. C'est ça, la célébrité. Mais parfois, il y en a que je vois au cabinet qui viennent dans mes cours de pilates et qui... Donc ça quand même un retour derrière sur... Ça, pour certaines, oui, j'ai une forme de suivi. Et du coup, pour parler réseau un petit peu, donc tu disais que tu communiquais avec qu'il y avait un réseau du cancer du sein qui s'est mis en place tellement il y a de cas et du coup... En fait, c'était surtout pour créer, donc c'est quelque chose qui s'appelle le RKS, le réseau des kinés du sein, qui a été créé au moment du Covid, donc en 2020. Ah, c'est pas plus vieux que ça? Non, c'est très récent. Il n'y avait pas un autre réseau avant? Non. Ah, j'étais persuadé. En kinésithérapie, non. J'étais persuadé qu'il y avait un... Non. D'accord. Et l'objectif, c'était vraiment de faire en sorte d'homogénéiser un peu les pratiques et d'être sûr que quand on prend en charge une patiente, on coche toutes les cases, mais en tout cas, on soit en mesure de le faire de façon efficace. C'est-à-dire que par exemple, il faut qu'on puisse prouver qu'on a fait des formations et pas que sur du drainage lymphatique. C'est-à-dire que dans la tête des gens, faire de la kiné en oncologie, c'est faire du drainage lymphatique. Oui, il n'y a pas tout l'aspect éducation thérapeutique, tout l'aspect... activité physique, travail postural, global, travail de cicatrice, toutes ces choses-là. Presque, j'aurais tendance à dire que le drainage lymphatique, c'est devenu la part minimale de notre prise en charge. Mais ça, c'est pas encore quelque chose qui est intégré. En plus, tu disais que ça diminuait, qu'il y avait moins de cas. Et donc, il y a moins besoin. C'est nécessaire quand même. Mais c'est plus du tout la seule chose, même aux yeux de la Sécu. Aux yeux de la Sécu, c'est compliqué de faire comprendre ça. Donc, pouvoir prouver qu'on a fait des formations dans le thème du cancer et pas que en drainage lymphatique. Avoir aussi... pouvoir prouver qu'on peut recevoir les patients dans des bonnes conditions. Je t'explique, pouvoir expliquer qu'on a une salle fermée. C'est-à-dire que quelqu'un avec un rideau peut pas dire moi je peux prendre en charge des patients. Non, en fait. Niveau confidentialité, c'est compliqué. Non, ça va pas. Si le kiné te garde moins de 5 minutes, c'est compliqué. Ça va pas. Et en fait, les patients peuvent faire un feedback aussi. Du coup, elles sont prises en charge par le réseau et elles font un feedback en disant... Elles peuvent, en fait, soit les patientes, elles trouvent un kiné spécialisé en cancer du sein par son hôpital, qui nous connaît, soit elles cherchent et elles vont sur le site qu'on appelle le RKS et elles cherchent dans leur zone géographique. Et là, on leur donne une liste. Et en fait, si jamais la mise en contact a été faite par le réseau envoie un mail
D'accord. dans les semaines qui suivent pour savoir si la prise en charge se passe bien. Oui. Ce que je trouve plutôt bien, en fait. C'est vertueux, ça va dans le C'est sens ça. de valorisation de ce qui bosse bien. D'amélioration de nos pratiques, en Oui. fait. Parce que je pense que c'est important, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Une patiente atteinte d'un cancer, on ne la prend pas de la même façon qu'un patient atteint d'une Non. entorse de cheville. Je ne minimise pas l'entorse de cheville, Non, néanmoins, il y a tout l'aspect psychologique est méga important, le fait qu'elle se livre, le fait qu'elle C'est ça. discute. Et ça, tu peux pas le faire derrière un rideau ou avec C'est ça. une isolation phonique qui fait que toute la salle d'attente entend C'est ça. le discours. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut qu'il y ait un minimum d'intimité pour qu'il y ait une relation qui se crée avec le... Et donc, le réseau permet de faire ça. Ouais. Et le réseau nous a permis aussi d'être audible auprès des autres du corps médical, notamment, Oui. auprès des chirurgiens, auprès des oncologues, auprès des radiothérapeutes, auprès des chirurgiens plasticiens. Qu'aujourd'hui, en fait, c'est important d'intégrer le kiné à ces parcours-là. Et que le kiné n'est pas juste un masseur de bras ou de C'est ça. lymphœdème, il y a aussi une prise en charge qui est Exactement. beaucoup plus globale. Donc aujourd'hui, on inclut les kinés dans les études qui sont faites dans les centres d'oncologie. Ça évolue bien. Donc ça, c'est plutôt très Ouais. positif. Et ça permet aussi d'avoir un réseau plus large de professionnels paramédicaux. Et du coup, de favoriser la communication avec les chirurgiens, avec les médecins. On en parlait en off tout à l'heure, mais du Exactement. coup, est-ce que c'est plus facile via le réseau maintenant ? Est-ce que tu arrives à dialoguer avec les médecins ou est-ce que c'est toujours... Oui, c'est beaucoup plus simple en fait. Par exemple, ça nous arrive régulièrement d'avoir besoin de l'avis du chirurgien Ouais. quand on reçoit une patiente qui a une cicatrice qui nous semble Pas terrible. un peu pas terrible et pour lesquelles on a des doutes et on aimerait bien avoir l'avis du chirurgien, savoir ce qu'on fait, est-ce qu'on continue pas, est-ce qu'il faut pas réintervenir. C'est beaucoup plus simple en fait depuis Mais la c'est plus création du fluide réseau. Oui. au niveau de la Et c'est communication. plus fluide et on est plus audible et on est plus pertinent en fait. Dans la- Notre voix est plus audible qu'avant. Et après, autre question, dans ce réseau, pas forcément que les kinés, mais global, est-ce que vous intégrez les psys, les diètes ? Est-ce qu'il y a des contacts qui existent via le réseau ? Ou c'est plus thérapeute dépendant ? C'est plus thérapeute dépendant. On n'a pas encore d'annuaire. Ça fait partie d'un de mes projets au sein de la CPTS Ouais. dans laquelle j'interviens, mais de créer ce genre d'annuaire. En fait, là, pour le coup, c'est plus une histoire de moi, je connais Voilà. tel thérapeute auquel je sais que je C'est peux du envoyer réseau, en mais confiance. voilà, c'est mais il n'y a pas de réseau. ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'annuaire. Voilà, d'annuaire un peu plus officiel où ça faciliterait vraiment les choses pour. Je pense que ça existe dans certaines régions. Il me semble que j'avais vu passer des choses comme ça dans certaines régions où il y avait une action qui était menée dans ce sens-là, mais à ma connaissance ici, Il y a je pas n'en de- connais pas. Et après, autre chose, c'était par rapport aux écoles, aux maisons sport santé, Mm. ou à des structures comme ça. Est-ce qu'il y en a dans le secteur ? Je sais que ça se démocratise à l'échelle du territoire. Alors, les maisons sport santé, je sais pas, mais en tout cas, ici, il y a ce qu'on appelle les ERC. Donc, ça Ouais. s'appelle des espaces ressources cancer, en fait, qui sont des lieux, il y en a plusieurs dans la métropole lilloise, qui proposent des activités en soins de support. D'accord. C'est gratuit. Et donc, forcément, c'est à destination des patientes atteintes de cancer. Alors, au sein de la structure hospitalière, enfin, c'est une clinique privée, donc Ramsay, dans laquelle je travaille, on a des soins de support et les patientes sont prises en charge jusqu'à 6 mois après la fin de leur traitement. D'accord, oui. Donc, après le. C'est ça. Au col, c'est pareil. Il y a un moment où ça s'arrête. Et en fait, ces aires ressources cancer, c'est des bons relais après qui permettent, c'est ça. Après les 6 Ouais, semaines, tu 6 as dit mois, 6 6 mois. mois. Après les 6 mois, tu as le relais qui est pris Et par après, tout ça est tout à fait cumulatif, c'est-à-dire que les patientes peuvent aussi aller dans les URC alors qu'elles sont encore en cours de traitement, il n'y a absolument aucun problème. D'accord. Et donc, il y a ce genre de structure qui existe un peu partout Donc, dans oui, la il y a quand métropole. même un relais qui est pris en charge derrière. Et puis, il y a Mon Bonnet Rose, la maison Mon Bonnet Rose, qui est à Marc-en-Barœul, mais qui va déménager, ou qui a déménagé, qui propose aussi des soins de support, mais moyennant finance. Minimal, mais finance Ouais. quand même. D'accord. On a bien avancé. Le focus sur le cancer du sein, mais globalement, on en a parlé. Quelles sont les séquelles fonctionnelles fréquentes ? Donc, tu m'as parlé du bras, Ça, c'est vraiment la chose qui est la plus problématique. Ouais, c'est vraiment ça qui est la plus problématique, avec des patientes qui parfois ne récupèrent pas une amplitude d'épaule correcte. Et puis après, il y a vraiment toutes les autres séquelles de traitement. C'est-à-dire, quand on prend de l'hormonothérapie pendant 10 ans, on a des douleurs articulaires Oui. Donc, qui sont hyper impactantes et qui peuvent... En fait, il existe des douleurs qui surgissent, qui disparaissent, qui réapparaissent. On ne sait pas exactement ce que c'est. C'est des patientes qui sont douloureuses, en fait.
Elles sont Et très du souvent coup, douloureuses, chroniques presque. le lien à la fibromyalgie, Euh, est-ce que ça pourrait être la même chose? Est-ce que... Je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire. Néanmoins, j'ai quand même beaucoup de patientes qui ont eu un cancer et qui étaient fibromyalgiques avant. Ah, dans ce sens-là, d'accord. Ouais. Après, des patients qui déclenchent une fibromyalgie après, j'en ai pas connaissance. T'en as pas connaissance? Dans l'autre sens, oui. J'ai pas mal de patients. Mais du coup, une patiente qui avait déjà des douleurs avant est plus à risque d'en avoir. Mais elles sont toutes quasi douloureuses, en fait. Elles sont toutes quasi douloureuses avec des douleurs où on leur dit... Tant pis. Faut attendre. Il y a encore beaucoup de... Je trouve que... J'entends encore beaucoup de patientes qui me disent qu'on leur dit, bon, écoutez, vous êtes vivante. Bon. Ça, c'est horrible. C'est suffisant. Ça, ouais. Et alors, je te dis ça, ça existe encore, c'est de moins en moins le cas, non, parce qu'aujourd'hui, il y a des douleurs qui sont audibles, mais j'ai une patiente en ce moment, mais qui a des douleurs extrêmement handicapantes au niveau du sein, au niveau du creux axillaire et du bras, qui a une prise en charge dans la maison de la douleur, mais ça ne la soulage pas. Et on n'a pas de solution, en fait. On n'arrive pas à trouver de solution. Il n'y a pas de solution, et quand on te dit en pleine face, vous êtes vivante, ça améliore pas les choses. Bah, disons qu'on te... Enfin, c'est vraiment une façon de dire, écoute... oui, là, ça fait un moment que tu me dis que t'as mal. Maintenant, c'est bon, quoi. Stop. Mais ça, je suis d'accord, c'est pas dit, mais là, enfin, oui. De toute façon, c'est pas spécifique au cancer. Je pense que c'est vraiment le cas de la douleur chronique. La douleur chronique, Moi, j'ai des patients douloureux chroniques, et c'est vrai qu'à un moment donné, on leur dit... Le médecin, il leur dit, je peux rien faire. Et du coup, c'est difficile à entendre qu'on ne peut rien faire ou qu'on n'essaye pas de... Et c'est là où c'est intéressant, par exemple, ce que fait Nadia en posturo, où on essaye d'avoir une lecture un peu plus globale de l'individu. Et essayer de comprendre au moins. C'est ça. Je pense que déjà, essayer de comprendre la douleur du patient, ça peut déjà l'aider à J'avoue que moi, cette technique-là, ça m'aide en fait dans certaines prises en charge. J'avoue que ça m'a donné des armes supplémentaires parce qu'il y a plein de moments où je me sentais démunie. Je me disais mais comment je peux faire en fait pour aider cette patiente? Oui, elle a mal là, elle a mal là, elle a mal là, elle a mal là. Je ne sais pas pourquoi. Et donc essayer de remettre les choses en globalité en lien avec la posture et les émotions, c'est assez intéressant. Et puis à un moment donné, la douleur s'ancre et même si elle est plus physique, il y a même des moments où la douleur n'est plus physique, mais vu qu'elle est psychique, le cerveau en auto-entretient. On est dans là on tombe dans les neurosciences et il faut vraiment essayer d'aller expliquer aux patients aussi cette il y en a qui le comprennent, mais ils se disent oui, mais du coup, qu'est-ce que je peux faire sur mon cerveau? Et là, on est doux. En se disant, Dommage, c'est très compliqué. Comment évaluer le risque de lymphœdème et le prévenir? On en a parlé un petit peu. C'est la mobilité. C'est la mobilité. Ouais. Les cicatrices favorisent aussi? Oui. C'est pour ça que c'est important de travailler les cicatrices. Ouais. La fibrose, c'est ce que je t'expliquais. En fait, c'est vraiment plus une histoire à l'intérieur, une cicatrice à l'intérieur. Mais les cicatrices peuvent être un obstacle. Et donc, une cicatrice ne doit jamais être minimisée. Il faut s'intéresser à une cicatrice. Même, je tiens à le dire, même longtemps après. Et est-ce que les patients te parlent de l'image de la cicatrice sur leur corps? Enfin, de l'image qu'elles ont de leur cicatrice? Oui, il y en a plein qui ne veulent pas la regarder, il y en a plein qui ne veulent pas la toucher. Il y a plein de patients, enfin moi les peu de patientes que j'ai eues, qui, si la cicatrice était belle, ça avait une influence plutôt positive que si elle était moins... La beauté de la cicatrice, quoi qu'il arrive, ça a une répercussion sur l'image qu'elles avaient de leur corps. Disons que si la cicatrice est belle et qu'elle n'a pas été problématique, déjà ça les tranquillise en mode bon, ça s'est bien passé, le chirurgien a bien travaillé. Le problème, c'est que c'est une zone qui est quand même soumise à beaucoup de contraintes, que souvent les chirurgiens laissent de la peau en prévision d'une reconstruction, et que donc c'est pas très beau. Après, aujourd'hui, il y a plein de solutions en fait pour les cicatrices, pour les masquer. On parle beaucoup des tatouages, on parle beaucoup du maquillage, et il y a des choses qui sont magnifiques en fait. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. À faire que visuellement, ça soit esthétique et que ça soit plus acceptable pour la patiente. Pour la patiente, au niveau en tout cas de son image corporelle. Comment redonner confiance à une patiente qui craint de bouger son bras? Comment tu fais? Est-ce que tu utilises des images? Est-ce que tu... En fait, moi, je leur explique. Et puis je leur montre. Et on le fait ensemble. Et je leur montre jusqu'où elles sont capables d'aller. En fait, souvent, elles me font confiance. Et c'est important, cette histoire d'avoir créé l'alliance thérapeutique avant, en fait qu'elles croient ce que tu leur dis. Et que de toute façon, tu vas leur montrer. Tu vas leur montrer que leur bras
toi, tu es capable de le lever, de le bouger et que ça se passe bien et que quand tu leur expliques aussi cette histoire de lymphœdème et de fibrose, etc., ça contrebalance le fait que c'est peut-être presque plus dangereux de ne pas le bouger. C'est ça. En fait. C'est ça qui est dangereux. C'est là où c'est dur d'enlever les idées préconçues du patient en disant ben non, si je le bouge, je vais avoir mal, ben non, si je le bouge, il va se passer ça. Aujourd'hui, c'est vrai que d'une façon générale, les patientes, elles sortent de l'intervention avec un livret qui a été créé par le RKS et dans lequel on dit qu'il faut bouger en fait. Donc c'est de moins en moins le cas maintenant. Moi je vois très peu de patientes qui me disent je veux pas le bouger. C'est plus je veux pas porter de lourd. Oui. Parce que ça peut créer un lymphœdème. Et donc je leur dis mais personne ne devrait porter du trop lourd. Personne ne devrait porter un pack d'eau. Maintenant votre bras il doit retrouver sa fonctionnalité. Vous avez le droit de faire des trucs avec. Un jour, vous pourrez porter un petit peu. Un petit peu, et puis oui, vous pourrez vous en servir. Normalement. Il faut vous en servir, normalement. Est-ce que tu travailles la thérapie miroir ou pas du tout? Non. Non, c'est un truc beaucoup en neuro, mais pour justement redonner la mobilité, j'utilise un miroir avec la même scène pour arriver à... C'était juste une question. Non, ça, j'utilise pas. Quel type d'exercices sont adaptés et lesquels éviter au début? Est-ce qu'il y a des exos à éviter? J'essaye d'éviter, par exemple, tout ce qui est en appui sur le bras, par exemple des planches, des pompes, tout ça c'est beaucoup trop tôt. Donc ça c'est bien plutôt vers quand on est plus sur l'hormonothérapie. Ouais. Là, je commence à mettre en charge un peu le bras. Au début, c'est vraiment et puis après, il y a des trucs qu'il faut pas faire. Par exemple, non, il y a des trucs qu'il faut plus jamais faire. C'est-à-dire que les patientes qui ont un cancer du sein développent une posture qu'on appelle l'attitude de protection du sein. C'est-à-dire que elle se place en adduction-rotation interne de l'épaule. Ouais. Ça, c'est multifactoriel. C'est la peur, après la chirurgie, la peur de faire lâcher les poings, la peur de prendre un coup, parce qu'en fait, elles sont en protection de leur sein en permanence. Oui, il y a ça aussi. La radiothérapie qui spasme, qui brûle la peau, qui fibrose. Et en fait, tout ça, elles vivent vraiment comme ça. Et donc, elles ont un pectoral qui est surdimensionné. Tout le temps. Et donc, le truc que je leur dis tout le temps, le pectoral, on arrête de le travailler. Maintenant, on ne travaille plus le pectoral. Du coup, tu travailles tout le reste. Vraiment, on travaille plus le pectoral, on ne travaille pas le biceps. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir, de ramener la cage thoracique en ouverture. Donc, tu fais tout ce qui est exercice de respiration. C'est ça, exercice de respiration. Mobilité, ouverture de cage thoracique, renforcement musculaire. On fait du renforcement musculaire avec des élastiques, avec des poids, dans l'objectif de renforcer tout ce qui est postérieur. Du coup, la respi, tu t'en sers aussi au niveau psychologique? Oui. Alors, j'aime bien. Déjà, c'est un truc que j'aime bien. Faire des exercices. Je sais déjà, et le pilate. C'est ça. Et en fait, je leur fais beaucoup faire des exercices de respiration dans une dimension d'ouverture de cage thoracique et de restauration d'une mobilité diaphragmatique, etc. Mais aussi parce que ces exercices-là, c'est des moments où elles se centrent sur elles-mêmes, sur leurs sensations, sur comment je me sens. Ah bah tiens, là j'ai 5 minutes, je peux faire un peu de respiration carrée, je peux faire un peu de cohérence cardiaque. Ça leur fait beaucoup de bien. Surtout, tu peux le faire partout. C'est ça. Et en fait, elles avec elles-mêmes, elles s'écoutent, elles s'analysent, elles se calment, elles se font de l'espace. Et donc ça, c'est vraiment des trucs que j'aime bien faire. Que tu aimes faire régulièrement. J'aime bien. Et elle te dit qu'elles font ou... En fait, au début, c'est un peu laborieux. C'est vrai qu'au début, tu dis, bon, respirer au carré, une fois, 2 fois, 3 fois. Mais en fait, beaucoup me disent que finalement, ça leur fait beaucoup de bien. Et que du coup, elles se mettent à le faire régulièrement. Donc, comme ça le fait, de toute façon, c'est gagnant-gagnant. À partir du moment où ça te fait du bien, tu as tendance à y revenir. Et donc, plus ça te fait du bien, et plus tu recommences. Plus tu y reviens, c'est ça. Mais du coup, tu mets plusieurs séances avant de... Oui, et moi, je l'intègre au départ de façon assez systématique. Surtout si elles me disent qu'elles sont un peu stressées, qu'elles se sentent pas bien, quand il y a cette dimension émotionnelle qui émerge, je reviens un peu sur des exercices de respiration. Au niveau de l'évaluation de l'état fonctionnel, tu utilises des questionnaires, des tests? Ouais, beaucoup de mesures périmétriques pour le lymphœdème, parce que c'est bien de pouvoir objectiver les choses. Et puis après, c'est... Des prises de repères en termes de mobilité d'épaule, des questionnaires de qualité de vie, voilà. Et puis après, en fait, je les connais assez bien, mes patientes, au bout d'un certain temps. Oui, au bout d'un moment, et que je sais, en fait, les points qui pêchent, et c'est vraiment mes marqueurs de Et c'est sur ça que tu essaies de travailler pour... C'est ça. Et comment t'introduis la progressivité? Tu leur expliques? Ou alors tu leur expliques pas et que tu le fais toi-même sur le nombre de répétitions, sur... Les deux, mon capitaine. J'explique. En fait, au départ, ma première séance, c'est une séance dans laquelle on fait un bilan. C'est-à-dire que
on fait un état des lieux de leur histoire, de leur parcours Où c'est médical. que vous en êtes? Qu'est-ce qui vous Ce amène? qui s'est passé, et pourquoi vous êtes là, et puis qu'est-ce que vous attendez. Alors évidemment, il y a la prescription médicale, mais c'est important de demander à la patiente qu'est-ce qu'elle attend. Oui. Qu'est-ce qu'elle attend de moi. Quels sont ses objectifs Exactement. à elle, pas les tiens? Exactement. Et donc ça, on pose les choses ensemble, et puis je lui explique comment on va faire les choses, tout en insistant sur le fait que il est évident qu'on va s'adapter à ces phases de traitement, à comment elle se sent elle, et puis peut-être aux problématiques ponctuelles qui apparaîtront. Parce que je pense qu'il y en a qui ont peur de l'activité physique. Enfin, quand tu dis le mot activité physique comme traitement, elles te disent oui, mais j'ai ça, et en plus je voulais que je fasse ça. Je pense que de premier abord, ça peut faire peur à la patiente. Mais finalement, ça fait peur quelles que soient les problématiques. Je vois des patients en réhabilitation respiratoire, c'est pareil. Quand je leur dis on va faire ça, oui, mais moi j'ai mal au dos. Oui, mais ne vous inquiétez pas, on va faire ça ensemble. Et puis on va faire ça ensemble. Oui, on va faire ça ensemble. On va s'adapter à votre cas. Exactement. Et c'est pas juste de les faire 20 minutes comme tout le monde, c'est vous allez faire ce que vous pouvez. Et si on peut faire 20 minutes, on fera 20 minutes, mais progressivement. Et donc ça, je leur explique. Je leur dis voilà vers quoi on va tendre. Et voilà les étapes par lesquelles on va passer. Et puis parfois on sautera des étapes, parfois on reculera. Mais on y arrivera. Un jour, on y arrivera. Exactement. On ne sait pas quand. Mais on y arrivera. Et vous allez voir que ça va bien se passer. Oui. Du coup, c'est là où tu as l'alliance et c'est là où tu arrives. C'est ça. Du coup, on est bon sur ça. On va passer sur les limites et les freins. Il y en a quelques-uns. Quels freins les patients évoquent-ils le plus souvent? Eh ben, leur organisation. En fait, c'est vraiment ça qui pose problème. C'est vraiment l'organisation qui pose problème. C'est vraiment ça qui pose problème. Du coup, est-ce qu'il y en a qui reprennent à mi-temps pour justement se laisser du temps? Est-ce que... Moi, j'insiste. Le médecin en général insiste. Moi, je leur dis, prenez votre temps. On n'a pas beaucoup de moments dans la vie comme ça. Oui, où on peut on a de l'espace et on a le temps de prendre le temps. Et donc, je leur dis, prenez ce temps-là. Vous savez, je vous souhaite que ça ne vous arrive plus. Oui. Et là, vous avez la possibilité, on vous offre du temps pour vous, pour remettre les choses en place. De vous remettre donc, n'allez pas trop vite. Oui. N'allez pas trop vite. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, de leur avoir expliqué au préalable et d'avoir surtout insisté sur, on va identifier ensemble les moments où c'est possible, qu'est-ce que vous aimez faire, c'est ça. Le jour où déjà elles reprennent à mi-temps, elles ont déjà des bonnes habitudes. Et puis elles sont un peu drillées sur le fait que c'est important de le faire, et puis c'est mon espace. Ce qui est difficile, c'est une fois qu'elles reprennent à temps plein, et qu'elles sont reparties dans leur rythme. Et là, c'est dur de les faire. Et là, c'est compliqué, et puis je ne peux pas les accompagner, je ne vis pas chez elles. Et donc... c'est difficile de leur dire de se redonner du temps pour faire une activité. Du coup, si elles sont accros avant, c'est ça. C'est déjà bénéfique pour la suite. C'est là où l'éducation thérapeutique est fondamentale, en fait. Oui. Où elles ont compris, en fait. On leur a expliqué pourquoi il fallait que ce soit prioritaire. Et donc, si elles ont bien compris, et si l'entourage est aidant, c'est ça aussi. Si l'entourage est aidant... C'est sûr que si c'est une mère célibataire avec 2 enfants qui vit en appartement... Et qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. C'est plus difficile que si femme au foyer. Mais bon, il y a plein de femmes au foyer qui sont extrêmement sollicitées par plein d'autres choses. Oui, même pas femme au foyer, mais déjà si elle vit en couple, il y a une autre personne qui peut l'aider, ne serait-ce que pour gérer les enfants. Si elle a un chien, au moins il faut aller le promener. C'est des choses tout bêtes, mais... Ouais. Après, il y a quand même aussi souvent des freins économiques. Oui. C'est une vraie problématique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore pour le moment de sport sur ordonnance qui soit remboursé par la sécurité sociale. Le sport sur ordonnance existe, mais n'est pas remboursé. Ce qui est un peu paradoxal. Donc le sport sur ordonnance n'existe pas. Donc en fait, c'est vrai que ça c'est un frein. C'est-à-dire que... Et là on parle de médicaments, enfin de l'activité physique comme médicament, mais on ne le rembourse pas comme un médicament. Exactement. Et donc, une fois qu'elles sont sorties de toutes les prises en charge qui sont dues à leur longue maladie, la kinésithérapie, les APA, il y a un moment où ça se finit. Il y a un moment où il faut sortir de l'argent pour pratiquer une activité physique, et il y a pas mal de patientes pour lesquelles ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, et du coup ça arrive au pire moment, puisqu'on disait que l'hormonothérapie était le pire moment, entre guillemets, parce que c'est là où il y a le plus... d'effets secondaires dus C'est le moment où il y a le plus d'effets secondaires, c'est le moment où elles reprennent le travail, c'est le moment aussi, il y a vraiment une rupture entre la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hormonothérapie, parce que pendant ces 2 premières phases, elles voient des médecins, des infirmières, tout le temps. Elles sont entourées. Et puis d'un seul coup,
Elles se retrouvent toutes seules Elles se avec leur retrouvent toutes pilule seules, à la maison. avec leur pilule à la maison, exactement, avec leur risque de dépression, avec tous ces effets secondaires qui leur tombent dessus, et elles ne voient plus personne. C'est vraiment extrêmement perturbant et traumatisant pour Et ça, il y a quelque chose qui est mis en place ou... la kinésithérapie. Ouais. En fait, on est les kinésithérapeutes. C'est vrai qu'il y a des pathologies où où chez les personnes âgées, il y a l'infirmier qui est là tous les jours, qui vient pour les médicaments, qui vient pour la toilette. Du coup, il y a une relation avec l'infirmier. Mais c'est vrai que ces femmes-là, au final, niveau infirmier, il n'y a pas de... Du coup, le seul lien qu'elles ont avec le corps médical... C'est la kinésithérapie quand elles en ont. C'est la kinésithérapie quand elles en ont. Et quand elles en ont pas, est-ce qu'il y a une raison ou... C'est un manque d'information. En fait, souvent, elles ne savent pas qu'elles y ont droit. Et il y a beaucoup de médecins qui ne prescrivent pas de façon systématique. Il y a beaucoup de patientes qui le réclament parce qu'elles ont une copine qui leur a dit « Ah, mais tu fais pas de kiné ?» Pourtant, ce serait bien. Mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire auprès des médecins? Alors, il y a déjà eu, je pense en tout cas, les oncologues et les chirurgiens, les oncologues sont au courant. Maintenant, les médecins traitants, après, il ne faut pas non plus nier le fait que je pense qu'il y a beaucoup les kinésithérapeutes payent le prix d'une mauvaise kinésithérapie pendant des années. Oui. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui ont été échaudés par une mauvaise expérience et qui ne veulent plus prescrire. Oui, ça c'est une réalité aussi, mais c'était des kinés. Du coup, on parle de spécialité, sachant qu'il n'y a pas de spécialité en kinésithérapie, ce qui est une hérésie aussi, parce que, comme on le voit dans tous les kinés qu'on interviewe, on a tous une spécialité, une sensibilité différente. Il devrait y avoir des spécificités, des spécialités pour les identifier, mais légalement il n'y en a pas. On est tous kinésithérapeutes. C'est ça. Toi comme moi, normal. mais je pense que en tout cas, dans les chirurgiens oncologues, maintenant, ça commence à prendre et ils sont sensibilisés à ça. Les médecins traitants, un peu moins. Après, je pense que nos patientes sont nos meilleures ambassadrices. Oui, elles communiquent. Elles communiquent et elles diffusent l'information parce que c'est elles qui ont vécu ça dans leur chair et elles sont capables de dire, dans la réalité, ce que ça leur a apporté comme bénéfice. Et du coup, il y a quand même un travail au niveau médical à sensibiliser un petit peu. Absolument. On vient d'en parler, comment travailles-tu avec l'équipe pluridisciplinaire pour lever ces freins via les patients? Via les patientes, et puis après, quand j'identifie une vraie problématique, tu réorientes. Je réoriente vers une psychologue parce que, c'est quand même des parcours qui sont traumatisants, qui quand même peuvent montrer un besoin, une fragilité, un besoin de pouvoir déposer auprès de quelqu'un qui est en mesure de recevoir cette souffrance, parce que parfois il y a des choses que moi je ne peux pas, je n'arrive pas en fait à résoudre. Oui, et puis on n'est pas psychologue, il y a aussi un autre métier qui permet de... Ouais. Après, les diététiciennes aussi sont des soutiens très importants parce que, encore une fois, en hormonothérapie, il y a souvent des prises de poids. Et en fait, c'est très distordant pour elles, c'est-à-dire qu'elles prennent du poids alors qu'elles ne font rien de particulier, elles pratiquent une activité physique, mais elles prennent quand même du poids, mais c'est le médicament qui fait ça. Et donc, les aider et les valoriser aussi sur cette dimension-là, c'est très important. Et les diètes peuvent beaucoup les aider là-dessus. Et du coup, après les 10 ans, s'il n'y a pas eu de récidive... On arrête. On arrête complètement. Et là, on croise les doigts. Elles sont considérées comme femmes. En fait, on considère déjà l'hormonothérapie, on considère parfois comme une rémission. Oui. Mais on les considère comme guéries. On croise les doigts, ça ne revienne pas. Mais du coup, elles sont totalement sans hormones. Il n'y a plus de suivi. Il n'y a plus de suivi derrière. Quel rôle joue l'éducation thérapeutique dans cette démarche? C'est primordial. C'est primordial. C'est vraiment la base. C'est vraiment la base, quelle que soit la pathologie, mais en oncologie encore plus. Pareil, je trouve qu'on n'est pas assez formé là-dessus. Je sais que toi, tu as fait une formation comme moi sur l'éducation thérapeutique, sur comment parler aux patients, mais je sais que moi, la formation n'était pas transcendante, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait au-delà même de la formation. Oui, on le fait instinctivement, mais pour le faire, il faut avoir le temps de le faire. Je pense qu'il faut prendre le temps de le faire. Non, mais il faut prendre le temps de le faire, mais je trouve que nous, en tant que kiné, de par la rémunération qui est un peu compliquée, on n'a pas assez de temps et on ne prend pas assez de temps de le faire. Et on va de plus en plus vers de moins en moins d'éducation thérapeutique, et pour moi, c'est quand même primordial. Moi, ça ne m'embête pas de prendre du temps de séance et de ne faire que ça.
Oui. Je pense que je gagne du temps pour la suite, en fait. Tant pis si pendant 2 ou 3 séances, c'est pas le cas, hein, mais ça peut arriver, de ne faire que parler, et ben c'est pas grave. Oui, ça permet après de gagner. Déjà, si tu leur inculques dans la tête qu'il faut faire de l'activité physique, elles vont peut-être gagner 40 séances derrière où tu vas galérer à les faire l'activité physique. Alors rien que d'en parler, ça leur permet de... Donc pour moi, c'est fondamental. Donc fondamental. C'est la base. Éducation thérapeutique. Absolument. La communication, on en a parlé avec les médecins via le réseau. As-tu des conseils pour d'autres kinés qui souhaitent se former à cette prise en charge ? C'est une prise en charge qui est chouette. En fait, c'est vraiment... c'est très... j'ai pas envie de dire gratifiant, mais en tout cas... valorisant quelque part, parce que tu vois un effet avant-après que tu n'as pas dans toutes les prises en charge. Oui, et puis il y a une dimension humaine qui est vraiment chouette, qui n'est pas forcément le cas dans d'autres branches de la kinésithérapie. Après, c'est pas forcément simple, parce que on a des patients qui se dégradent, on a des patients qui meurent, on a des patients qui vont pas puis bien. Tu dois rentrer à la maison le soir avec une charge psychologique qui doit être quand même assez intense. Mais c'est très beau. C'est une belle branche de la kinésithérapie dans laquelle il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, il y a des multiples formations. Le monde de la kinésithérapie en oncologie est quand même assez restreint, donc c'est toujours plus ou moins les mêmes mots qu'on voit. Tu reconnais. Mais les formations aujourd'hui sont très qualitatives, sont très diversifiées, et donc on a besoin de bras. Il y a Malheureusement, il y en a de plus en plus de patients. Et on va en avoir de plus en plus besoin. Et il y a des régions dans lesquelles je sais que dans certaines régions, elles sont 2 pour toute la région. Ah oui. Ouais. Si c'est la Creuse, il y a moins de densité de population. Non, c'est la Picardie. Enfin, je sais qu'en Picardie, dans ces zones-là, elles sont 2 ou 3, quoi. Sur toute la région, on est formé. Et donc, c'est impossible. Nous, déjà. Ça ne veut pas dire que les autres kinés sont mauvais, mais c'est juste que la prise en charge sera différente. Ouais, sera différente. C'est surtout ça qui. Et du coup, d'où l'intérêt d'avoir un réseau et d'essayer de se répartir. Et puis de se donner un coup de main. Il y a beaucoup d'entraide, en fait, au sein du réseau. Il y a beaucoup de. Voilà, on peut compter les uns sur les autres. Sur les autres. C'est chouette. On va finir par la prévention. Donc, je sais qu'il y a la mammographie qui est préconisée de 50 à 70 ans. Mais là, on a fait une conférence il n'y a pas longtemps. Et en fait, il y a plein de patients qui ne savaient pas qu'avant 50 ans, on pouvait aussi faire une mammographie et que c'était remboursé par la Sécu aussi. C'est juste que la Sécu envoie automatiquement un courrier de 50 à 70 ans. Mais on peut faire une mammo à tout âge, c'est remboursé et c'est un bon moyen de dépister en plus de l'autopalpation. Donc, qu'est-ce que tu préconises, toi, pour dépistage ? Moi, je pense que je pense que l'autopalpation, elle est fondamentale. Je pense que c'est surtout ça qui est important, d'être très vigilant à se palper, mais être vigilant aux autres signes aussi, c'est-à-dire se dire, lorsqu'on est particulièrement fatigué, en fait, c'est là où il faut être en lien avec soi-même. Si vous êtes particulièrement fatigué pour une raison que vous n'expliquez pas, si vous perdez du poids pour une raison que vous n'expliquez pas, il faut bien observer vos seins. C'est-à-dire qu'au-delà de vous palper et vous sentir une grosseur... l'aspérité de la peau... et puis des écoulements, des reliefs qui sont étranges, des rougeurs... C'est ça qui est au départ très important. Très important pour le... Il faut pouvoir être capable de se lire soi-même. Et donc, en termes de prévention, c'est ça qui est vraiment, vraiment important. Et alors, si vous allez très bien pratiquer une activité physique. En termes de prévention, il n'y aura jamais rien de mieux que ça. Du coup, on a dit combien les chiffres ? 40% de risque en moins si vous pratiquez une activité physique. Et pas seulement pour le cancer du sein, pour tous les types de cancers, particulièrement pour le cancer du sein et le cancer colorectal. Donc, tous les cancers du sein, 40% en moins si vous faites une activité physique. On ne le répétera jamais assez. C'est ça, c'est la meilleure des préventions. Un petit vrai faux pour finir. Bon, on a déjà répondu à tout, mais au moins ça permet de... Le repos total est recommandé pendant la chimiothérapie. Vrai. Je plaisante. J'ai eu peur, je me suis endormi. Faux, le repos n'améliore pas la stémie. Voilà, c'est l'activité, comme tu disais, retenez l'exemple que Jasmine disait, en gros, c'est sa patiente qui lui disait qu'après, se sentait mieux qu'avant, l'activité physique. Donc ça, retenez, c'est vraiment primordial. L'activité physique augmente le risque de récidive. Faux. Diminue le risque de récidive, sûr. Le lymphodème est une contre-indication absolue au sport. Il n'y a aucune contre-indication absolue au sport. On adapte.
Exactement. On adapte en fonction des faiblesses, en fonction des risques. Il peut y avoir des métastases osseuses pour lesquelles on ne fait pas les mêmes choses, mais il n'y a pas de contre-indication absolue au sport. Merci, Jasmine. Activité physique, aller marcher, rien est une activité physique. Un patient en traitement ne doit pas faire d'exercice intensif. Alors ça, intensif, ça dépend. Enfin, il faut qu'on règle la notion d'intensif. Voilà, on va dire modéré intensif. Mais ouais, c'est ça, modéré. En gros, il n'y a pas faire un marathon. Non, c'est ça. En phase de traitement. Faites ce que vous pouvez faire. Faites ce que vous pouvez faire. Et apprenez aussi à... Mais comme tu disais, à se lire et à se comprendre, enfin, à savoir dans quelle phase vous êtes, dans quelle zone vous êtes, si vous êtes dans le confort, si c'est trop dur, enfin. C'est ça. Et ça, je pense que c'est à nous à leur apprendre aussi. Les bénéfices de l'activité physique sont uniquement psychologiques. Non, ils sont multifactoriels. Ils sont psychologiques, ils sont physiques, ils sont vasculaires, ils sont respiratoires. La kinésithérapie est utile uniquement après la fin des traitements. La kinésithérapie est utile dans toutes les phases de traitement. Et plus tôt prévention. On mettra en place de la kinésithérapie, et mieux prévention par l'activité physique, début du traitement. Début du traitement, annonce, chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie, travail de cicatrice 10 ans après. Donc si toutes les phases. Vous êtes dans une phase où vous avez un cancer du sein ou quelconque cancer, appelez votre médecin, envoyez-lui le podcast pour qu'il vous prescrive de la kinésithérapie. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Non, mais merci parce que c'est une chouette expérience. Je pense que c'est important de sensibiliser le public d'une façon générale. Que ce soit vos proches. D'ailleurs, les stats, c'est combien ? C'est 1 sur 6, une femme sur 6. Et to be dégradé. En fait, je pense que ça va augmenter ces chiffres-là. Donc, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui a un cancer. Sachant qu'on parle des cancers du sein chez la femme, mais il y en a aussi chez l'homme qui est en train de se démocratiser. Et les symptômes, c'est l'autopalpation aussi, pareil. C'est les mêmes symptômes. Mêmes symptômes. Donc parlez-en autour de vous. Je pense que plus les gens en entendront parler, du coup c'est pour ça qu'il y a Octobre Rose, c'est pour ça qu'il y a Movember, c'est tous ces mouvements-là, plus les gens en entendent parler, plus ils sont sensibilisés. Et plus ils sont à risque de s'autopalper et de faire risque. C'est ça, à se prendre en charge correctement. Et plus on prend en charge tôt, et meilleurs sont les résultats. Puis l'activité physique se démocratise aussi, les gens en font de plus en plus. On a vu depuis le Covid, il y a une explosion de l'activité, notamment en course à pied. Moi, je suis spécialisé là-dedans. Il n'y a jamais eu autant de monde sur les courses. Et pour avoir un dossard dans la course du coin, il faut s'y prendre 6 mois à l'avance, alors qu'avant, il n'y avait personne qui allait. Toutes les courses sont complètes, donc il y a un énorme engouement sur l'activité physique. Il faut le pousser dans ce sens-là. Si vous avez des enfants, mettez-les à l'activité physique. Absolument, non mais vraiment. Et si vous êtes un homme, aidez votre femme qu'elle puisse aller faire du sport. Exactement, pour libérer un petit peu de temps, pour qu'elle ne culpabilise pas d'aller à la salle de sport ou aller faire des trucs, à courir, faire ce qui lui fait plaisir. Bon, Jasmine, on va conclure. Merci à tous de nous avoir écoutés. Donc, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, donc Deezer, Amazon Podcast, Apple Podcast, Deezer, je l'ai dit, Spotify. La vidéo sera disponible sur YouTube. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes, ça nous aide pour l'algorithme, pour diffuser le podcast. Partagez votre podcast avec vos 2 meilleurs amis, ça nous permettra d'être écoutés le plus possible. Et on se retrouve du coup dans un mois pour un épisode sur le bite fitting avec 2 spécialistes qui nous parleront de l'analyse posturale sur le vélo. Merci à toi, Jasmine. Merci. À une prochaine. À bientôt. Et à bientôt tout le monde.